On est des grosses pinces, bienvenue Bonsoir tout le monde. dans le deuxième live. Le thème d'aujourd'hui, revue de presse. Ouais, on va discuter de quelques petites infos un peu insolites, qu'on fait l'actu, qui sont chouettes un peu. Et on va essayer de raconter tout ça ensemble. Ça va être chouette, je pense. Il y a de quoi faire, franchement il y a de quoi faire. Vas-y Thomas, peut-être avant qu'on démarre la revue de presse, si tu veux te présenter quand même vite fait, j'ai la chance de t'avoir à mes côtés. Donc moi je m'appelle Thomas Josset, j'ai 25 ans et je viens d'obtenir mon master en journalisme la semaine dernière. Félicitations. Donc voilà, je suis content. C'est la première fois que j'apparais sur Twitch de façon officielle, c'est-à-dire avec des viewers. Donc c'est la première fois, ouais voilà. Et j'ai une culture scientifique qui est très très faible. J'ai un niveau en maths qui est catastrophique, on en parlait tout à l'heure. Un niveau en maths catastrophique, mais... 4x7. Non vas-y, tu fais des trucs comme ça aussi, c'est compliqué. Moi vraiment j'ai le niveau d'un 6ème en maths. 4 plus 7. Ouais, ça va. J'avais 0,95 de moyenne. Mais d'ailleurs, big up au prof. Mais en vrai, le truc, c'est que par contre, je suis journaliste à côté. Donc, je peux aller chercher un peu des infos, moi, qui me semblent intéressantes. J'ai pas forcément la connaissance scientifique derrière pour pouvoir tout expliquer, mais c'est pour ça qu'on le fait ensemble. De ouf. Et surtout, j'ai pu aller trouver 2-3 petites infos que vous auriez pas forcément trouvé, et des trucs qu'on fait l'actu aussi, hein. On va parler de choses sympas, de Trump, de Tchernobyl, on va parler de speedwatching, d'adolescents de 32 ans, enfin il y a des trucs à raconter quand même, voilà. Et vous m'excuserez pour mes petites lacunes scientifiques, on va compenser ça avec de la bonne humeur. Ouais, et puis aucune lacune scientifique, on est là pour en discuter toutes et tous ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon l'équipe, midi 43, il est largement temps de lancer cette revue de presse. Thomas, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le premier article que tu avais en tête, de quelle actu tu voulais qu'on discute? Alors le premier article qui m'a un peu frappé, c'est un article de France Info, et en gros ça parle du fait que notre cerveau, eh bien, il devient adulte à 32 ans, ce qui est quand même relativement tard, on est d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de 32 ans, selon une étude qui est sortie, mais on va en parler un peu plus tard, il se trouve qu'on pourrait devenir adulte, du moins dans la structure de notre cerveau. Pas forcément dans nos relations sociales, on est bien d'accord, mais dans la structure de notre cerveau. En gros, c'est une étude qui est rapportée par cet article, qui vient de Nature Communication, donc la revue scientifique, et qui dit qu'il y a 5 grandes phases dans la vie, ça fait beaucoup de consonnes, avec des points de bascule à 9, 32, 66 et 83 ans. Est-ce que si ça te va, on peut peut-être lire l'article toutes et tous ensemble? Justement, ouais, je voudrais vous parler de cet article-là aussi d'abord, parce que ce qui m'a intéressé au-delà du sujet, c'est aussi cet article. Je voudrais vous filer un peu des recos. Constance Villanova, donc, qui est la meuf qui a fait cet article-là. Ouais, c'est journaliste France Info, France Inter, que vous pouvez voir aussi sur la quotidienne de Nouveau 19, la nouvelle chaîne de Ouest France. C'est une journaliste de ouf, parce qu'elle va chercher les sujets qui sont sociétaux ou scientifiques, ou qui parlent des gens. Et en fait, elle va plutôt aller du côté des réseaux sociaux, de la Gen Z, de tout ce qui est l'impact réseaux sociaux et ce que ça veut dire sur nous. Gen Z, si vous êtes un Français comme moi. Gen Z. C'était de l'allemand, ouais. mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que sur cette étude scientifique-là, donc qui peut paraître très dure, pour l'avoir lu, c'est vraiment compliqué à comprendre, et elle en a fait une analyse plutôt sociétale, et notamment du fait que de la peur de grandir, en fait. Donc c'est de ça dont ça parle, cet article-là. Justement, lançons-nous dans la lecture. Le titre, du coup, c'est « Le cerveau ne sort pleinement de l'adolescence qu'à 32 ans, selon une étude ». Et vous allez voir que le « selon une étude » n'est pas un détail. C'est pour ça que Constance fait très bien son taf. Ouais. Selon une étude, pas selon 12 000 études de domaines différents. On va en parler juste après. D'abord, on va se lire ça tranquille. Ce sont des chercheurs de Cambridge qui l'affirment. Un soulagement pour les millennials. Donc les millennials, c'est quel âge déjà? Les millennials, en vrai, ça remonte loin. Je crois que c'est pas la fin des années 80, début des années 90, je vais te dire ça. Ah, donc moi qui suis né en 1990, je suis un millennial. Ouais. Moi, je crois que je suis génération Z, je vais te dire ça. Millennials... On va voir de quelle génération vous êtes, à ceux qui nous regardent là. Dites-nous en quelle année vous êtes nés, en commentaire, et comme ça on va vous dire de quelle génération vous faites partie. Ah non, c'est les personnes nées entre le début des années 80.
je me suis complètement trompé, c'est la génération Y, donc je me suis raté. Ah oui, c'est ça. Donc génération Y, aussi appelée millennials, ce serait entre 80 et 96. Donc entre 80 et 96, on est des millennials, on est des générations Y. Moi, je suis de 90. Ouais. Donc je suis un anciens, hein, comme on dit dans le métier. Donc nous, déjà, on est la génération Y. Ensuite, tu as la Gen Z, du coup, et celle-là, je crois que c'est à partir des années 2000, période. Et donc, c'est de cette tranche de la population dont parle notamment l'article qu'on va voir. La génération Z, c'est 95-2009. Donc, moi, j'en fais partie. Ok, t'es de quelle année? 2000. Moi, je suis né en 2000, ouais. Ici, un 2000. Qui n'a pas connu France 98. Là. Après, tu devais pas l'avoir vu de ouf non plus. Moi, j'avais 8 ans, tu rigoles. La France Black Blanc Beurre, les 2 semaines où il n'y avait pas de racisme en France. Où ça allait un peu mieux, ouais. J'ai lu ça dans un livre. Je peux dire que personne n'a oublié ces 2 semaines. Alors là, c'était incroyable. Donc ouais, pour notre sujet, du coup, on va parler surtout de cette génération-là, donc la génération 95-2009. Okay. Mais en vrai, du coup, pour 32 ans, ça marche aussi pour le début des millennials. Ouais, de ouf. Moi, par exemple, avec mes 35, là, d'après le titre de l'article, en tout cas, j'ai un cerveau d'adulte. Possible que vous qui nous regardiez, comme Thomas, vous ayez un cerveau d'adolescent, selon une étude. Allez, on continue la lecture. Un soulagement pour les millennials, donc qui sont nés entre 1980 et 1996. Une génération qui, entre crises successives et repères bouleversés, peine à cocher les cases traditionnelles de l'âge adulte et à s'y reconnaître. Là, vous le voyez pas parce que je suis assis, mais c'est vrai qu'avec mon jogging et ma dégaine de prépubère alors que j'ai 35 piges, je peux entendre... alors là, ce que je viens de dire, c'est un chapeau pour un article. Ouais. C'est-à-dire que là, ce que je vous montre, c'est le titre. Le cerveau ne sort pleinement qu'à l'adolescence, de l'adolescence qu'à 32 ans. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle le chapeau. C'est un résumé un peu de l'article avec les grandes infos importantes qui permettent de le comprendre. En fait, on peut presque lire que le chapeau dans certains articles. De ouf, et c'est justement là que si vous regardez que le titre, vous avez quelques informations, c'est là que vous pouvez voir la ligne éditoriale d'un média, parce qu'en réalité, il y a plusieurs interprétations possibles d'un article. Avec le chapeau, on indique un peu plus dans quelle direction on veut aller, et avec le titre, encore plus. Parce que là, vous voyez, un autre angle de cet article, ça aurait pu être le cerveau ne devient adulte qu'à partir de 32 ans. Et là, il y a déjà un angle un peu différent, vous voyez. Ça pourrait être un autre titre de l'article. Avant 32 ans, vous n'êtes que des ados. Et là, vous voyez, ça donne encore une autre impression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Je vous partage le lien de l'article dans le live. Très bien vu. Publié le 25 novembre dans la revue Nature Communication. Donc une revue scientifique, c'est vraiment un magazine, un journal scientifique dans lequel va être publié que ce qu'on appelle des publications scientifiques, c'est-à-dire le fruit du travail de recherche de scientifiques, de chercheurs, de chercheuses. Il faut publier dans une revue scientifique pour que notre découverte soit validée en quelque sorte. Donc publié le 25 novembre dans la revue Nature Communication, qui est une revue réputée. Ouais, j'ai cherché un peu, c'est quand même assez référencé au niveau de la revue, ça marche pas mal quand même. Ah ouais, de ouf, c'est vraiment réputé. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Cambridge en Angleterre. Ouais. Cambridge. Je suis pas ouf moi en géo. Cambridge, non, c'est le Trinity College qui est en Irlande. Cambridge, je sais pas si c'est pas en Irlande. L'université de Cambridge affirme que le cerveau humain ne sortirait pleinement de l'adolescence qu'aux alentours de 32 ans. Les experts ont analysé près de 4000 scanners cérébraux. Retenez bien l'info, 4000 scanners cérébraux. Dites-nous un peu si ça vous semble beaucoup. 4000 scanners cérébraux, de la naissance jusqu'à leurs 90 ans, et identifié 5 grandes phases de la vie du cerveau avec des bascules nettes à 9 ans. Donc avant 9 ans et après 9 ans, le cerveau évolue un peu comme un Pokémon. On passe de Pikachu à Raichu à 9 ans. Une autre évolution du cerveau à 32, une autre évolution à 66 et une dernière à 83 ans. J'apporte juste une petite précision. Alors ouais, t'avais raison, Cambridge c'est bien en Angleterre. Allez, papa. Et en plus, je crois que c'est Pichu, Pikachu, Raichu. Il doit y avoir un truc comme ça. Ah bien ouais, donc Pichu c'est l'évolution à 9 ans. Genre Pichu, Pikachu, tu vois. Et 83 ans, Pikachu, c'est trop dur pour lui. C'est vieux chou. C'est trop dur. Old chou. Vieux chou. Je continue la lecture. Ouais. Autrement dit, la trentaine, l'âge, serait le véritable seuil neurologique de l'âge adulte.
Une conclusion qui a déclenché un torrent de réactions en ligne, des millennials, donc du coup de 80 à 96, et des vieux Gen Z, donc on va dire de 96 à début 2000, Ouais. des millennials et des vieux Gen Z soulagés, amusés ou rassurés de découvrir qu'ils n'étaient peut-être pas en retard, entre guillemets, mais simplement dans la moyenne. Une difficulté qui dépasse la biologie. Ce sentiment ne date pas de l'étude. Depuis plusieurs années, médias anglo-saxons et sociologues s'interrogent pourquoi les millennials peinent-ils tant à entrer dans l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on peut ressentir, hein, Ouais. que même moi j'ai ressenti si je dois me comparer à mes darons ou aux darons des potes autour de moi. J'avais l'impression qu'à 28-30 piges, t'étais un adulte de ouf, alors que Ouais. quand moi je me regarde, j'ai l'impression d'être tout juste un petit adulte, et il n'y a pas si longtemps que ça, je me sentais effectivement comme un vieil ado. Je sais pas si t'as la Ouais. même sensation. Quand tu regardes nos grands-parents, par exemple, ils étaient mariés à 20, 21, 22. Tu vois, ils avaient déjà une vie de famille, un travail, quelque chose comme ça. Mais il y a une différence qui rentre en compte, c'est que, par exemple, moi j'ai 25 ans et je viens de sortir d'études. Toi, tu as fait un doctorat, c'est encore plus long. Donc du coup, même si j'ai redoublé une petite fois, mais ça on n'en parlera pas. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même ce côté, on met plus longtemps à sortir des études. Et donc c'est compliqué aussi de devenir un adulte quand déjà on n'est pas stable financièrement. Et aussi quand on n'a pas le temps de faire une vie de famille, d'avoir tous les trucs à côté. L'adolescence, elle se prolonge aussi par ce truc-là, à mon avis. C'est basé sur aucune étude, mais c'est ce que je me dis aussi en discutant avec mes potes, par exemple, qui sont plus en études. Ces gens-là, soit ils sont mariés, soit ils ont des enfants avec le même âge que moi. Donc peut-être que l'adolescence, elle se prolonge aussi avec ce facteur-là, quoi. Totalement, et puis ça pose une question même quasi philosophique. C'est quoi être un adulte? Et c'est là qu'en fait on touche vraiment à quelque chose qui est important dans la science, c'est la définition qu'on met derrière les mots. J'avais fait un sujet pour Brut sur que se passe-t-il dans le cerveau quand on tombe amoureux. Mais en fait la vraie question déjà c'est quoi l'amour? Est-ce qu'on met toutes et tous la même définition dessus? C'est quoi l'amour sain entre guillemets? C'est quoi l'amour toxique? Est-ce que c'est de l'amour quand c'est toxique? C'est quoi la passion? Avec le fait d'être adulte c'est pareil, je sais pas pour vous. Mais c'est quoi être adulte pour vous? Je sais pas si t'as la définistion, Thomas, je suis très Je peux essayer curieux. de trouver ça. Moi, j'avais une question pour le chat. Genre, est-ce qu'ils se sentent adultes? Est-ce qu'on se sent adulte à un moment? Est-ce qu'il y a un moment où on fait cette bascule-là, où on se sent vraiment adulte? Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, vous. Alors, tu veux la définition d'être adulte, c'est Moi, ça? pour le coup, je peux dire quand est-ce que je me suis senti adulte. Je me suis senti adulte une fois qu'il y a eu non seulement une indépendance effectivement matérielle, financière, le taf, l'appart, mais aussi un état d'esprit quelque part où, là où dans l'enfance, l'adolescence, j'avais l'impression de beaucoup regarder devant, de quoi va être fait le futur et tout. J'ai l'impression de devenir un adulte parce que je commence à regarder un peu ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre celui que je suis aujourd'hui. Un truc un peu plus installé en fait de non plus qui je veux être, mais plutôt qui je suis. Ouais. Et je le traduirais comme ça, et donc on va essayer de comprendre si effectivement il y a des mécanismes dans le cerveau qui peuvent expliquer ça. Regarde, moi j'ai la définition du Larousse là. Il y en a 3, donc évidemment qui est parvenu à sa taille adulte. Bon, ça c'est plutôt la définition physique, mais qui fait preuve d'équilibre, de maturité par opposition à infantile, un comportement d'adulte. Et c'est une personne ayant atteint ou dépassé l'âge de 20 ans environ. C'est rigolo. Du coup, on est d'accord que dans notre tête, la majorité, elle est quand même liée au fait d'être un adulte. À partir du moment où tu votes, tu es un adulte, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, avec cette étude-là, et d'autres évidemment, et puis des moments dans la vie, on se rend compte qu'être adulte, c'est pas tout le temps fixe, en fait. Non. Genre, c'est pas parce que tu as 32 ans que tu es un adulte, c'est pas parce que tu en as 20 que tu n'en es pas un. Tu vois, ça change, c'est variable. C'est un comportement de société, en fait. Tu vois. C'est une construction. Donc, ouais, psychologiquement, ça peut changer. Physiquement, c'est quand tu as ta taille adulte, quoi. Ouais, il y a une notion dans la définition du Larousse qui reste physiologique, hein, puisque c'est basé sur quand même de la biologie, puisqu'on parle de taille adulte. Et donc, effectivement, il y a quelque chose dans le côté adulte de terminé, qui n'est plus en évolution. On va voir que le cerveau, de toute façon, évolue tout le temps. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir différents facteurs. Il y a le facteur politique, comme disait Thomas, les 18 ans qui permettent de voter. Le facteur aussi, par exemple, voiture. Ouais. En France, on passe le permis à 18. Aux States, ça peut être dès 16 ans. Dès lors qu'on peut conduire une voiture qui va à 130 km/h, ça dit quelque chose du niveau de responsabilité. Et c'est pour ça que je rebondirais sur ce que nous dit Margot. Qui nous dit, je suis assez d'accord. Et je rajouterais aussi la notion de responsabilité au sens le plus large du terme.
En revanche, le mariage ou le concubinage et le fait d'avoir des enfants n'est pas gage d'être un adulte, à mon sens. Ouais, effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas marié ou qu'on n'a pas d'enfant qu'on est un enfant. Et c'est pas parce qu'on est marié qu'on est responsable, qu'on a un enfant qu'on est responsable. Ouais, ça se couple bien avec la notion de responsabilité, je pense. De ouf. Et c'est là que je kiffe la science. C'est, vous voyez, on va accélérer sur la lecture de l'article pour que vous compreniez ce qui se passe dans le cerveau, mais en réalité, au bout d'un moment, quand on parle de science et de vraie science, je pense qu'on doit se déconnecter de telle zone du cerveau, telle production de neurones, telle donnée en IRM, là, parce que là, c'est des scanners, donc voilà, pour effectivement prendre de la hauteur et essayer d'incorporer cette science, cette mécanique scientifique, moléculaire, cellulaire, au fonctionnement de l'individu dans sa globalité et au fonctionnement de la société. Ouais. Et c'est là que c'est beaucoup plus... Si vous voulez, d'ailleurs, je vais vous envoyer dans le chat le lien vers l'étude qui est en anglais, mais qui se traduit facilement. On pourra se la mater vite fait ensemble, parce que vous allez voir, je pense que c'est un délire. Donc voilà, là, il passe sur la partie article où il parle des témoignages, des vidéos TikTok en pagaille. TikTok, qui est un outil, donc évidemment, il n'y a pas du tout que du mauvais. Un âge adulte qui se décale dans les faits. Le sentiment subjectif recoupe d'ailleurs les statistiques. En France, toutes les étapes traditionnellement associées à l'entrée dans l'âge adulte se déplacent. L'âge moyen du premier enfant est désormais de 29 ans. L'accès à la propriété est repoussé d'année en année. S'il y a des poteaux propriétaires, aïe, la classe. Surtout dans les grandes villes. Bon, on va passer... Ouais. Je serais bien passé à la partie science, mais du coup, c'est intéressant. Constance va pas trop dans la partie science. Ouais. En fait, elle a vraiment pris un angle différent, ce qu'on appelle un pas de côté en journalisme. Elle a pris une étude scientifique et en fait, elle s'en est servie pour parler d'autre chose, du côté social. Du coup, c'est pour ça qu'elle est intéressante, cette journaliste-là. Et c'est là qu'on va s'enjailler un peu et qu'on va se mater ensemble l'article scientifique. J'ai essayé, j'ai rien compris. C'est dur. Donc déjà, on est bien sur la revue Nature Communications. Ouais. Là, vous avez le titre de l'article, Topological Turning Points Across the Human Lifespan. Des changements structurels le long de la vie de l'être humain. Si tu veux te faciliter la vie, la traduction est pas trop mal. Traduction automatique, elle est pas trop mal sur cet article-là. En vrai, si je devais le faire en mode propre, j'aurais tendance à pas y aller avec la traduction, parce que le problème de la traduction, c'est que ça va rajouter une touche d'interprétation. Ouais, je comprends. Et en plus, une interprétation gérée par les équipes de Google, pour qu'ils aient le plus profond respect, évidemment. Donc là, dans l'abstract, c'est ce qu'on appelle le résumé. Donc là, on a vraiment tout le résumé. Et donc, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont pris des personnes qui allaient de 0 ans à 90 ans et qu'il y a 4216 personnes dont on a regardé les scanners de cerveau. 4216 personnes, en vrai, c'est pas mal. Ouais. C'est pas dégueulasse. Des fois, on a des études scientifiques qui nous sont pondues où on a observé 13 cerveaux. Ouais. Par contre, 4200 personnes, pour représenter la diversité de cerveaux de 7 milliards de personnes, c'est ultra faible. Donc moi déjà, toutes ces études, je prends énormément de recul. De toute façon, tout ce qui est études de scanner d'IRM, pour moi, ça donne des petites tendances. Mais si ce n'est pas confirmé par d'autres études sociologiques, psychologiques, génétiques, là on a fait du scanner, mais on pourrait faire aussi de l'IRM, de l'électroencéphalogramme, qui est un autre type d'observation de l'activité électrique du cerveau. Tant que plusieurs domaines ne viennent pas, ne tentent pas à la même conclusion, moi je reste toujours très prudent. On est d'accord qu'il n'y a pas de consensus là. On est vraiment sur une étude et il faut faire un consensus pour que ce soit quelque chose de logique, enfin réel, quoi. Exactement. Eux, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que avec ces observations, avec les tests statistiques qu'ils ont fait, mais je rentre même pas dans le détail, ils ont vu qu'il y avait des gros tournants structurels dans le cerveau autour de 9, 32, 66 et 83 ans. Et donc pour eux, ils ont décidé de définir ces âges-là comme des âges où vraiment structurellement le cerveau évolue. Évolue dans sa topologie d'ailleurs. Alors j'ai cherché un peu, mais j'ai du mal à expliquer vraiment ce que c'était. De ce que j'ai compris, la topologie, c'est en fait tu fais des graphes du cerveau et ça permet d'établir les connexions dans le cerveau. Ça, en fait, c'est un peu comme faire une carte de ton cerveau, mais c'est vrai que c'est compliqué de se le figurer. J'ai trouvé, quand tu regardes les images qu'il y a et tout, c'est quand même assez velu à comprendre. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée simple de faire
une cartographie de ton cerveau, quoi. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que Ouais, c'est c'est ça? exactement ça. Ouais. Et puis notamment voir les connexions entre les différentes aires, les différentes zones du cerveau. Pendant longtemps, on a considéré que le cerveau fonctionnait par zone. Et donc, il y a la zone de ci, la zone de ça. C'est pas complètement faux, mais magie et élégance de la nature, c'est pas complètement vrai. Aujourd'hui, plus que de zones, on réfléchit les réseaux. Ouais. Parce qu'on sait que tout notre cerveau est actif, juste de différentes manières. Et donc, avec le scanner, eux, ils ont essayé de s'intéresser un peu à ça. Vous voyez le type de schéma sur lesquels on peut tomber. Là, par exemple, c'est les différentes zones qu'ils auront observées dans le cerveau. Là, ils montraient par exemple l'âge des 4200 personnes qui sont dans l'étude, leur sexe, et la densité de neurones qu'ils ont dans leur cerveau. Là, c'est la différente façon dont les cerveaux peuvent s'activer. Donc, je ne rentre pas dans le détail et tout. Mais en gros, c'est ce type d'observation qu'ils ont faite. Et donc, eux, ce qu'ils en retirent de cette étude, c'est qu'il y a des changements vraiment structurels dans la façon dont les réseaux sont faits. Le cerveau, et je pense qu'on en reparlera sur d'autres études après, il y a un phénomène qu'on appelle la plasticité. Ouais. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? J'en ai entendu parler, mais je suis pas sûr d'avoir la définition exacte. Pour moi, la plasticité du cerveau, c'est la capacité à s'adapter au cerveau, à apprendre des choses. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça et qui est pas vraiment une réalité scientifique? En tout cas, c'est ce que j'ai compris, moi. Et après, Thomas, il dit qu'il n'est pas bon en sciences. Franchement, c'est la meilleure ultra-vulgarisation de la plasticité cérébrale que j'ai entendue. C'est plus facile à vulgariser quand on comprend pas tous les aspects. Bah, moi, ça me paraît s'adapter, quoi. En Ah gros, mais c'est ça. c'est totalement ça. C'est totalement ça. La plasticité, c'est effectivement la capacité du cerveau à s'adapter à son environnement et donc à moduler les connexions entre les neurones. Dès que vous apprenez un nouveau truc, de nouvelles connexions se créent dans différentes zones de votre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité. 2 exemples. Vous vous mettez à la musique et vous vous mettez au piano. Beau gosse, belle gosse. Le piano, on adore. Et donc quand vous faites du piano, vous utilisez vos doigts. D'accord ? Vous allez entraîner vos doigts, vous allez apprendre ce qu'on appelle des séquences motrices. Vos doigts vont retenir des patterns, des mouvements, et vous allez nous faire une belle mélo du Sofiane Pamar, que j'aime nommer Sofiane Pamouze. Vous allez nous faire du Sofiane Pamouze, d'accord ? Une fois que vous allez apprendre votre partition, ça va vraiment s'inscrire dans plusieurs zones de votre cerveau, notamment la zone qui caractérise les doigts. Et donc la zone motrice qui est dans votre cerveau, qui est dans votre cortex moteur, qui représente vos doigts, va avoir ces connexions neuronales, ce qu'on appelle les connexions synaptiques, qui vont être renforcées. Et donc, le fait d'apprendre à pratiquer le piano va moduler le fonctionnement de votre cerveau. Et donc, on parle de plasticité cérébrale. Un deuxième exemple, j'en ai fait un sujet pour Brut. C'est l'écolocalisation. Je vous le montre vite fait. L'écolocalisation, c'est le fait que des personnes, quand elles deviennent aveugles, quand elles perdent la vue, il y a leur audition qui va plus se développer et du coup, ils ont perdu la vue, mais ils arrivent à se déplacer avec les échos qu'ils entendent autour d'eux. Et ben ça... Ça vient du règne animal, ça. C'est quelque chose d'animal, il me semble, l'écolocalisation. Il y a sans doute certains animaux qui le font, mais de toute façon, faut jamais oublier que l'être humain est un animal. Ouais, c'est vrai. Et donc là, en fait, j'avais suivi Newat. C'est un sujet que j'ai fait à Rennes d'ailleurs, où on suivait Newat qui est aveugle et qui nous explique comment fonctionne son écolocalisation. Et ben ça, en fait, c'est des modifications qui sont apparues dans son cerveau. Quand il a perdu la vue, certaines zones de son cerveau étaient moins utilisées, notamment la zone de la cartographie visuelle. Et ben la zone de la cartographie, c'est en quelque sorte déconnecté de la vue, de la zone qui gérait la vue, pour aller se connecter à la zone qui gérait l'audition. Et lui, il n'a pas du tout bossé le fait de se déplacer grâce aux échos autour de lui. C'est venu naturellement. Ouais. C'est un truc qui s'est développé pour répondre à un besoin, en fait. C'est ça dont tu parles. Exactement. Okay. Plasticité cérébrale. Ouais. C'est pareil avec les langues. Genre quand tu as appris le latin, tu apprends mieux. Enfin, bon, il y a des gens qui ont appris le latin, mais quand tu apprends l'italien, tu apprends mieux l'espagnol. Quand tu apprends. Enfin, il y a ce truc-là de. T'entraînes ton cerveau, en fait. C'est un peu de ça, là. Ouais, exactement. Exactement. C'est pareil, vu qu'il y a des nouveaux réseaux qui se créent pour lier un mot à un concept et éventuellement à sa traduction dans le cerveau, derrière, une fois qu'il y a les mécanismes-là, ouais, ça va beaucoup plus vite. Mais tout comme, très souvent, une fois qu'on a appris un premier instrument, ça peut être plus facile d'en apprendre d'autres derrière. Si jamais ça vous intéresse, on peut mettre le lien. Je peux le mettre moi-même, non ? Le petit test.
faudrait qu'on mette aussi, on a reçu un message d'Emilien, il faudrait qu'on remette un peu de musique aussi en fond, même un peu chill. Un peu de musique, Ouais. mais carrément. En faible, tu vois, juste pour faire un fond sonore. Regardez, je suis vraiment sur de la musique libre de droit. Vous nous dites si le son est trop fort. Comme ça, on va pouvoir moduler en fonction. Ouais, de ouf, dites-nous en commentaire. J'ai mis une petite playlist funk. N'hésitez pas. Et puis je viens de partager là le lien du reportage brut, 5 minutes de pur bonheur. Des gros bisous à Newat, c'était vraiment cool de tourner avec lui. Donc du coup, pardon, je reviens à l'étude. Je vous fais un maxi résumé. Du coup, pour eux de 0 à 9 ans, on est de l'enfance. On est dans l'enfance, childhood. Ouais. Comment ça? C'est l'enfance, hein? C'est l'enfance, ouais. Ensuite, on a la période d'adolescence qui est grosse, de 9 à 32 ans. C'est le développement en fait. C'est donc une longue période de développement, mais c'est ça qu'ils doivent entendre par adolescence, je pense. Bah, en fait, de 0 à 9 ans, c'est vraiment à ce moment-là que énormément de neurones continuent à être en production, continuent à se développer. Là où de 9 à 32 ans, non seulement il y a encore du développement de nouveaux neurones, mais un tout petit peu moins. Et par contre, on commence à avoir le renforcement de certains réseaux neuronaux, justement. Ah, ok, je comprends. Ensuite, on passe la période 32-66, dans laquelle je suis depuis 3 ans. Donc là, c'est le fait d'être adulte. Et donc là, pareil, on va avoir un renforcement de certains réseaux de neurones, une production de nouveaux neurones qui est beaucoup plus faible. Par contre, on continue à avoir la plasticité cérébrale dont on vous parlait tout à l'heure avec Thomas. Et donc, on peut toujours apprendre de nouvelles choses. Hein. C'est vrai que des fois, on se dit « Ah, j'aurais dû avoir telle ou telle pratique. J'aurais dû avoir telle ou telle pratique étant jeune. » Sachez que c'est jamais trop tard. Mais là, maintenant, les gars, vous pourrez dire, et les filles, pardon, vous pourrez dire que si vous avez plus de 32 ans, ça y est, vous êtes mature, responsable, adulte, et ça y est, c'est prouvé. C'est une étude qui le dit. Si jamais il y a embrouille avec vos parents ou avec vos collègues, vos patrons, vos patronnes. C'est ça, je suis mature. Ne parle pas sur ce ton-là. Mon cerveau, il est mature. D'accord. Et puis via l'âge 66-83 qui est le début de la vieillesse. Ouais, c'est ça, le début de la vieillesse. Et puis il termine par le 83-90 qui est la fin de la vieillesse. Ouais, l'âge avancé, ouais. C'est ça. Donc voilà, une étude très très intéressante. Une étude qui mériterait d'être poursuivie par d'autres études dans d'autres domaines. Ouais. Là, moi, sur une étude comme ça, je trouverais très intéressant de faire de la psychologie, de la sociologie. Peut-être des études génétiques aussi, parce que là, on parle que du fonctionnement du cerveau, mais le cerveau est connecté au reste du corps. Et étudier le cerveau tout seul, pour moi, ça n'a pas de sens. Bien sûr. En fait, l'intérêt de cette étude, je trouve qu'il a été bien expliqué, enfin en tout cas utilisé par Constance Villanova, parce que du coup, cette étude, elle ne fait pas consensus, même si elle est sérieuse, elle ne fait pas consensus. Par contre, elle permet d'ouvrir des portes sur d'autres débats de société. Donc c'était ça l'intérêt, je pense, de ce sujet-là. Carrément, c'était un sujet hyper intéressant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Mais je pense que ça peut être le moment de passer à l'article suivant. Ah, quand même, on va se marrer vite fait. Je vous montre vite fait comment ça fonctionne une publi scientifique. L'abstract, du coup, c'est le résumé, c'est ce qui est accessible gratuitement. Là, très étonnamment, cet article est accessible gratuitement. Cet article scientifique, mais d'habitude, c'est payant. Et petit sketch du business model du monde de la science. J'ai moi-même des publications scientifiques à mon nom. Peut-être qu'un jour on se fera un live là-dessus spécial comment fonctionne le monde de la science. Dites-vous bien que moi-même, pour avoir accès à mes propres études, alors que c'est moi qui les ai réalisées, produites, écrites, je dois payer. Je dois payer. Ce serait comme un boulanger qui produit du bon pain, il veut se ramener une petite baguette chez lui le soir. Ouais. Il se dit ah non frérot, il y a quelqu'un d'extérieur qui vient et qui dit ah non frérot, tu vas payer pour ta baguette. Ah, le vrai capitalisme quoi. T'as perdu les moyens de production de ouf toi. Des captations. Et d'ailleurs l'État français paye des milliards tous les ans. Ouais. Non, des centaines de millions, pardon. Excusez-moi, faut pas se tromper sur les échelles, des centaines de millions pour que les universités puissent avoir accès à toutes ces études. Bien sûr. Donc il y a toujours un abstract. L'introduction, c'est le moment où on va expliquer comment je me suis posé cette question. Comment j'en suis arrivé à poser une question, à avoir ce qu'on appelle une hypothèse. Là, j'imagine que leur hypothèse à eux, c'était de se dire « Ah, il y a des grandes étapes d'évolution du cerveau et on veut le valider. » Dans la partie résultats, on va donner les résultats. Eux, ils ont fait des scanners, ils donnent les résultats qu'ils voient au scanner. On a telle modification à 9, à 32,
à 60 et quelques, Ouais, 60, je sais plus. 66, 60. Ouais, je vais te retrouver ça. Et à 90, il y a la partie discussion. La partie discussion, c'est la plus intéressante, c'est la plus touffue. Dans la partie discussion, on résume nos résultats et on discute nos résultats. 66. Ouais, c'est ça, un 66. Dans la partie discussion, du coup, on discute nos résultats. C'est le moment où on va dire, bah, j'ai eu tel résultat, mais une autre étude contredit ou approuve. Moi, dans mon étude, j'ai fait un scanner, mais peut-être que si j'avais fait de l'IRM ou de l'électroencéphalogramme, j'aurais eu un autre résultat. J'ai 4200 personnes, mais ces 4200 personnes, il y avait des biais. Typiquement, dans ce genre d'études, l'étude a été faite à Cambridge. À Cambridge, on a En Angleterre. Exactement, en Angleterre. On a une population plutôt occidentale. Ça a un impact génétique. Il y a des différences génétiques qui, du coup, s'inscrivent dans tout le corps en fonction du groupe, de l'ethnie de laquelle on vient. Ça, on le sait très bien dans le fonctionnement du foie, par exemple. Il y a certains médicaments qu'on peut prendre quand on est issu d'une population caucasienne et qu'il faut éviter de prendre, par exemple, si on est japonais. Ouais. Comme le foie ne fonctionne pas pareil. Donc voilà, vous voyez, il y a des grandes différences. Et donc cette étude-là, moi, j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, pour Scavo, elle parle du fonctionnement du cerveau dans une société anglaise pour une population qui a plutôt un cerveau caucasien. Est-ce que si on fait la même étude dans une autre population, avec une autre culture, avec une autre façon de métaboliser et tout, ouais, je pense que ça peut donner des résultats différents. En tout cas, ça offre il y a une piste, quoi. Ah, vois, mais je suis sûr. L'étude, elle est pas complète. Bah, déjà, un pays où l'espérance de vie, elle est beaucoup moins grande. Ouais. Peut-être que le cerveau évolue plus tôt. Un pays où les petits, malheureusement, se mettent à travailler très tôt. Peut-être que leur cerveau, il va se voir renforcer beaucoup plus tôt. Bien sûr. Et ça, Donc, c'est le rôle du scientifique. Le scientifique, il va pas pouvoir l'affirmer. Il va pas pouvoir dire, bah ouais, si je fais ça au Cambodge, ce sera forcément différent. Mais il faut le tester pour pouvoir le savoir, en fait. Il faut le tester et du coup, il faut avoir la modestie de dire que toutes les études, parce qu'en fait, le gros des études scientifiques sont des études qui sont faites sur des populations occidentales. Faut avoir la modestie de dire qu'au pire, ça vaut modestement pour les populations occidentales. Sur des hommes aussi, souvent. Il y a Ouais. aussi un gros débat. Là, je vous montrais tout à l'heure, effectivement, maintenant, on intègre beaucoup plus les femmes. Ouais. Et donc là, typiquement, je sais que sur ce type d'études, ils ont dû faire à peu près moite-moite hommes et femmes. Mais effectivement, on a la même problématique, notamment sur les vieilles études. Et bien, tout ça, c'est ce dont on va discuter dans la discussion. Et à la partie méthode, dans la partie méthode, c'est un peu la recette. Hein, je parlais du boulanger tout à l'heure, la partie méthode, ils vont expliquer tout ce qu'ils ont fait de façon à ce que si vous refaites exactement la même étude, exactement la même, hein, normalement, vous devez obtenir les mêmes résultats. Ouais. C'est ce qu'on appelle la reproductibilité, c'est ce qui est la base de la science. Ouais. Or, avec des termes scientifiques où j'ai rien compris. c'est normal. C'est normal, mais déjà avec ce qu'on appelle vraiment l'abstract, le résumé, il y a moyen de comprendre les grandes lignes, donc vous, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut donner une bonne idée. Est-ce qu'on passe à la prochaine, histoire qu'on fasse pas trop de temps sur chaque... mais il faut me faire arrêter de parler, moi, parce qu'après... T'inquiète, parce que là on va parler du grand homme en orange avec les cheveux jaunes, là. Salamèche. Ouais, c'est ça, exactement. Il a pas de cheveux, Salamèche. Non, on va parler de Donald Trump, qui fait un peu l'actu en ce moment, notamment, alors il fait l'actu tout le temps, Donald Trump, mais notamment du fait de sa santé. En fait, il y a pas mal d'interrogations qui se posent sur sa santé, et je ne sais pas si vous vous rappelez dans le chat, parlez-nous-en dans ce cas-là, mais il a fait pas mal de campagnes contre Joe Biden, son prédécesseur, qui avait 82 ans au plus fort de son âge en exercice du pouvoir, et il le défonçait sur les réseaux, sur son réseau, et même par médias interposés, comme quoi c'était vraiment plus une personne apte à diriger, avec des mots bien plus vénères que ça. Et amazing, là, great, ouais, c'est ça. Not great, c'est ça. Not amazing. Et là, du coup, il se trouve qu'il y a un article qui est sorti par le New York Times, un long article assez détaillé. Je pense que tu l'as juste à côté, le New York Times. Ouais, c'est ça. Non, c'est Washington Post. Tu l'as dans Washington Post. Dans le mail, tu vois, c'est le premier dans Source. Dans le... Ouais. Tu peux le mettre dans la discussion ? Ouais, je te mets ça dans la discussion. Washington Post, un journal ultra réputé pour le coup, notamment pour ses enquêtes. Ouais. Hein, propriété de Jeff Bezos, Amazon, Twitch. Profond respect du coup pour vous, c'est la maison Jeff, maintenant. my little Jeffy, I love you. Je te l'ai mis dans le chat. Et donc, je pourrais vous enchaîner aussi sur le fonctionnement du Washington Post, mais on a dit qu'on restait en mode science.
Mais justement, c'est intéressant parce que ce dont on va parler à travers le cas de Donald Trump, c'est notamment le fait qu'il soit malade. C'est ce qui a été montré il y a quelques temps, en juillet, qu'il avait une maladie. Donc c'était une insuffisance, je vais vous retrouver le terme exact, veineuse, je crois, mais je crois que c'est pas le terme exact. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Trump, 79 ans. Donc si on reprend l'étude de tout à l'heure, il est dans la fin du début de la vieillesse. Il est même vraiment pas loin de ce développement final. Ouais. Et du coup, il souffre depuis juillet, en tout cas ça a été déclaré depuis juillet, qu'il souffre d'une insuffisance veineuse chronique. Donc là, il y a une vidéo d'Ouest France, si vous voulez, qui l'expliquera, mais ce qui est intéressant notamment avec ce sujet-là, c'est qu'en fait, la santé du président des États-Unis, donc la première puissance mondiale encore à l'heure actuelle, à skip. Moi, je préviens, je pense à skip. Tu penses la Bretagne en premier. En tout cas, ça reste une grande puissance mondiale. Si ce n'est pas la première, elle est quand même dans le top 3. Top et donc, 3, il a un rôle très important. Et le fait est que ce mec-là est malade. Et donc, il y a beaucoup de spéculations qui se passent sur est-ce qu'il est capable de diriger le pouvoir. Il est malade, c'est un fait, mais il y a aussi beaucoup de choses qui tournent autour de est-ce qu'il est fatigué, est-ce que là on le voit moins parce qu'il est malade. Beaucoup de supputations, d'idées, un peu d'hypothèses en gros. Et ça, c'est pas prouvé du tout. C'est pas du tout scientifique. C'est juste des hypothèses qui sont faites, notamment par cet article du New York Times. Dans cet article, les journalistes, ils prennent le temps de revenir sur sa baisse un super visage. Sa baisse. On a le droit d'être fatigué. Je suis fatigué, pareil. Soyez sympa avec Donald, pays propriétaire d'Amazon, Twitch. Donc My Little Donald, I kiss you. Mais là, il y a une info qui est cool, c'est que du coup, il y avait, je crois que c'était une baisse de 39% de son nombre d'apparitions en public par rapport à son premier mandat sur la même période, en gros. Mais il y a une info qui est sortie par le Washington Post dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 5 heures je crois, qui disait que en fait, sur le dernier rendez-vous ministériel qu'il a fait, c'est payant mais je vais vous faire le résumé vite fait. En gros, sur le dernier conseil ministériel qu'il a fait, sur les 2h17, il s'est assoupi 9 fois. Donc c'est quand même. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être fatigué, mais 9 fois assoupi, c'est quand même un peu énervé. On n'a plus le droit de dormir en conseil des ministres. Ouais. Non, mais attends. On est où là? Et donc du coup, ça entraîne pas mal de questions au niveau de sa santé peut-être, mais surtout de sa capacité à assurer le pouvoir. Et surtout, ça lui retombe dessus parce qu'il s'en était pris à Joe Biden pile sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu l'article du New York Times. Et en réponse, avec la finesse qui le caractérise, il a répondu assez vénère. Vas-y, balance le tweet. Alors, lui, c'est plus Twitter, lui, son truc social. La vérité sociale, et il faut savoir que c'est quand même un président qui a créé une plateforme de communication internationale juste pour faire ça comme officiel. Ouais. Parce qu'il avait été banni de Twitter en fait. Exactement, pour revenir sur Twitter, pour d'ailleurs prendre Elon Musk, n'est-ce pas, en quasi-ministre, il pouvait pas le prendre, il pouvait pas lui donner plus de responsabilités parce qu'en fait Musk n'a pas la nationalité américaine. Elon Musk d'ailleurs, qui est un sujet qu'on va traiter très 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 rapidement puisqu'il a lancé une entreprise qui s'appelle Neuralink et qui a pour objectif de connecter nos cerveaux à des ordinateurs via des puces cérébrales, c'est des petites puces électroniques qu'on va implanter par chirurgie dans le cerveau. Et donc ça c'est l'objectif d'Elon Musk avec Neuralink. On va se faire un live spécial là-dessus, on est dans Black Mirror. Je te coupe, on a eu un petit message dans le chat qui dit que la musique est trop forte. Pardon, mais en fait c'est trop relou pour la musique. Ouais, c'est compliqué de la gérer. Une fois qu'on aura trouvé le réglage, ça sera pour les prochains, tu vois. Ouais, mais merci Wattels. Déjà très content de te voir parmi nous. Dis-nous si c'est mieux comme ça. Putain, il est bien le pseudo. Tu sais, c'est genre George Clooney et tout. Ça claque, hein. Ouais. Je t'envoie le lien d'un article de Libération qui va te montrer les citations. Ouais, carrément. Ah pardon, tu voulais finir sur Non, Elon Musk. Le temps que t'envoies ça, ouais, vas-y. Donc en gros, sur l'article de Libération que t'as dans le chat là, et en fait, il y a un moment, donc c'est des propos rapportés, qui disent que Donald Trump aurait déclaré que le New York Times était un torchon, ce qui fait quand même très régulièrement, il passe la moitié de son temps à faire ça. Ouais, insulter les médias, c'est quand même la base de la politique. Et il nous a dit donc que la journaliste Katie Rogers, qui était la personne qui a fait l'enquête, était une journaliste de seconde zone
qui est laide extérieurement comme intérieurement pour décrédibiliser son propos. On est d'accord Attaque que sur le physique. la finesse du propos, c'est quand même un peu nul comme façon de faire. Enfin, c'est Allô, vraiment l'élégance sexiste, ça ne répond etc. pas. Voilà. Mais en plus, ça montre qu'il y a vraiment un enjeu politique dans la santé de nos présidents et dans la santé de nos dirigeants. Parce que dans une étude, il a publié les résultats du... Non, il n'a pas publié. Il a donné les résultats à l'oral d'une IRM qu'il avait fait en octobre. Et juste, le timing est intéressant, il l'a fait 5 jours après l'article du New York Times. Donc 5 jours après, le 30 novembre, il a dit, en fait j'avais fait une IRM et les résultats sont exceptionnels. C'était marqué que sa situation neuronale était parfaite, que sa capacité cardiovasculaire, pulmonaire, neurologique et physique était exceptionnelle. Donc voilà, ce mec-là, à 80 ans, il peut faire 8 marathons, il n'y a aucun souci. Et en fait, on voit bien encore une tentative de manipulation. On ne peut pas l'affirmer, ça se trouve c'est vrai. Ça n'empêche que c'est intéressant de se rendre compte que ce sujet-là, de la santé d'un dirigeant, en fait, il a des impacts géopolitiques et même sur l'intérieur, face à ses supporters comme face à ses opposants, et même à l'extérieur, parce que du coup, ça a créé un tollé de réaction à l'international. On le voit, il y a, je pense, tous les médias français en ont parlé hier et aujourd'hui. On a aussi des médias américains qui en parlent, donc The New Republic et Washington Post qui en parlent. Donc ça c'est intéressant et je me disais que peut-être soit je vous fais un petit résumé de ce qui a été mis en avant, donc ce qu'on a trouvé sur ces symptômes, soit on ouvre un peu la discussion et on parle d'autres on peut déjà ouvrir un peu, je pense, la discussion. Il y a déjà un truc qui est hyper intéressant, je trouve. C'est la question du statut médical de nos personnels politiques et peut-être encore plus dans nos sociétés, en tout cas et dans notre fonctionnement politique, des présidents. Là déjà, c'est pas un nouveau cas. Dans énormément de constitutions, c'est-à-dire la constitution, c'est ce qui règle, c'est ce qui régule, c'est ce qui encadre la pratique politique. C'est les règles du jeu de notre République. Exactement. Et très souvent dans la constitution, d'ailleurs, pour être président ou présidente, il faut déjà faire une consultation médicale avant. Après, dans quelle mesure cette consultation médicale elle est bien faite, ça c'est un autre sujet. Dans quelle mesure le ou la médecin qui fait cette consultation n'est pas plus ou moins complice. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des cas très célèbres. À l'époque de Mitterrand, par exemple, Mitterrand avait un cancer de la prostate, il me semble. Et typiquement, son médecin le savait, et d'ailleurs une bonne partie de la classe médiatique aussi le savait. Et effectivement, ça a été caché pour des raisons politiques, entre guillemets. L'idée était de dire que ça allait affaiblir le pouvoir présidentiel et donc potentiellement affaiblir la République, affaiblir le fonctionnement de l'État et donc de ce qu'il pense le fonctionnement de la société. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Pompidou, il me semble, à la fin de son mandat aussi était malade. Ça j'ai moins de... Mais par exemple, Joe Biden, lui, il avait un cancer de la prostate aussi, la même chose. Joe Biden, il y a eu les mêmes discussions sur lui, donc ancien président américain. Pareil, on pète les scores au niveau de l'âge. Là, si on devait revenir sur l'article de tout à l'heure, il prend son mandat à 82, je crois. Non, je crois que c'est au plus fort de sa... Donald Trump, c'est le plus vieux à avoir été élu. Par contre, Joe Biden, je crois que quand il termine son mandat, il a 82 ans. Ouais, voilà, c'est ça, pardon, quand il termine. Donc vous voyez, cognitivement, être président, surtout des États-Unis, c'est prendre l'avion en permanence, donc c'est jet lag, c'est des accueils du niveau présidentiel, donc la musique, les machins, derrière s'exprimer devant les médias, derrière négocier plus ou moins. On ne sait pas ce qui se passe quand les présidents parlent entre eux, mais on peut imaginer qu'il se dit des choses intenses. Donc le sujet de la santé, du statut médical voire psychiatrique de notre personnel politique de haute voltige, donc les présidents, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, souvenez-vous, on avait même eu le cas, et donc là c'est aussi tout un jeu médiatique au début de la guerre, ou les mots ont leur importance, mais de la situation qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc certains vont dire invasion de la Russie, d'autres vont dire guerre en Ukraine. On peut parler de guerre ukrainienne-russe. On peut parler de guerre ukrainienne-russe. Après, est-ce que c'est qui l'a déclenché ou pas, peu importe. Mais il y a quand même un conflit armé. Voilà, un conflit armé en tout cas. Un conflit armé. Le propos, c'était de parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'hubris de Poutine. Et donc par hubris, là, il y avait une tentative de psychologisation. C'est-à-dire essayer de mettre un terme psychologique en disant « Ah,
Donc l'hubris, c'est vraiment un ego surdimensionné. Ouais. Et donc encore une fois, de discussions politiques pures, on essaye d'en faire des discussions médicales. Pour une partie, ça peut être intéressant. Là où par contre, je trouve que c'est très limité ce type de raisonnement, c'est derrière qu'est-ce qu'on en fait en tant que société. Quand bien même on dit que Trump serait pas très en forme, truc qu'on a pu vivre aussi nous en France sous Chirac, hein, la fin du mandat Chirac. Le petit père il avait l'air fatigué et attention, rest in peace Jacques, rest in peace de ouf. Là d'où tu es. Mais en vrai à la fin il était fatigué et à part déclencher des sourires il n'y avait pas grand chose. Maintenant une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il doit y avoir destitution? En tout cas c'est pas écrit en tant que tel. Il faut une incapacité pour être destitué. Il me semble qu'il faut une incapacité à pouvoir gouverner. Bien sûr. Et puis il y a un truc très intéressant dans ce sujet-là, parce que autant d'un point de vue santé, c'est important. C'est-à-dire que si le président est plus capable d'assurer ses fonctions, il faut un remplacement. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est que malgré tout malgré tout le mal qu'on peut penser de Donald Trump, il se trouve que cet article-là n'est pas basé scientifiquement. C'est que ce sont que des analyses de ressenti avec le nombre de temps qu'il apparaît à l'écran, le nombre de temps où on a l'impression qu'il s'assoupit. On n'a pas vraiment d'analyse parce que les analyses IRM, elles sont données par la Maison Blanche. En tout cas, le contenu de ce qui aurait est gardé, mais le résultat est donné et on ne sait pas non plus si c'est des informations qui sont viables. Donc en fait, à ce niveau-là, journalistiquement, on ne peut pas prétendre soit qu'il est malade au point de ne plus pouvoir tenir ses fonctions, soit qu'il est en bonne santé. Mais d'autant plus que c'est pas un débat journalistique, c'est un débat médical. Bien sûr, bien sûr. Et ça devrait pas être un débat journalistique. C'est ça. Par contre, la question que ça pose, que moi j'avoue, j'aime bien. Je vais baisser encore un peu la musique. Je pense que c'est parce qu'on a des musiques différentes, je pense. Bah en fait là il y a quasiment là j'ai mis vraiment au minimum du minimum. Vous me dites ce que ça donne et après on va essayer d'améliorer les réglages pour demain. Ouais. On est vraiment sur de la prise en main. Il faudrait qu'en fait la musique passe par ailleurs plutôt que par l'ordi central. Ouais, ou une playlist où tu as Epidemic Sound par exemple, tu peux avoir la variation qui est genre t'as une variation fixe quoi, tu vois. Je vais mettre la musique sur un autre ordi qui sera connecté directement à la tablette, comme ça je pourrais utiliser les potards. Parce que vous vous rendez pas compte là, mais il y a un nombre de câbles qui se baladent dans cette chambre. Il y a des câbles partout. Emilien il a fait un taf vénère là-dessus. Ouais, merci les gars et merci à vous aussi pour vos retours. C'est vraiment cool de pouvoir nous accompagner là-dedans. Pour moi, voilà. L'idée sur tout ce genre de bail, en tout cas, c'est de réussir à prendre de la hauteur. Et là, je vous avoue, hein, ça m'anime d'autant plus que c'est un mix de politique, de médecine, de sciences. Je prends mon pied. La vraie question que ça pose, je pense, c'est on ne pourra jamais caractériser parfaitement médicalement le statut d'une personnalité politique, d'autant plus que ça a un rapport à l'intimité. Bien sûr. Et en fait... et au secret médical. Exactement, il y a une partie de secret médical et ici je dois être assez caricatural, j'ai envie de dire, peut-être qu'une personne qui est en rémission d'une grosse maladie sera une meilleure personne politique qu'une autre qui soi-disant aura sa bonne santé mais qui en vrai fera de la merde. Et effectivement, je fais référence à personne qui pourrait être jeune et en bonne santé et qui pourrait éventuellement proposer des choses pas ouf. C'est un truc qui m'est venu comme ça. C'est pour moi ça? Ah, d'accord. Je préfère que tu le prennes pour toi. Je comprends. Mais non, par contre, ça pose la question, excuse-moi. Juste, je pense par contre, ça pose la question de la structuration de notre système politique. Et avec un système politique où tout dépend d'une personne, où beaucoup de choses, quasiment tout dépend d'une seule personne, bah forcément, comme tout dépend d'une seule personne, on est beaucoup dépendant de sa santé, patati patata. Peut-être qu'il y a d'autres systèmes politiques, peut-être que les universitaires notamment, planchent sur d'autres systèmes politiques, où déjà peut-être que la responsabilité n'est plus sur une seule personne, mais sur plusieurs. Peut-être que ça discute aussi de la place présidentielle. Quand il y a un ministre, au pire, qui est malade, comme il y a plusieurs ministres, bon bah voilà, ça peut se compenser, les ministres sont interdépendants entre eux. Un président qui gère tout, dès lors qu'il est malade ou quoi que ce soit, bah oui, ça a un impact sur tout. Donc, d'un débat médical, moi j'aurais tendance à le tirer sur un débat politique qui est vraiment le débat de est-ce que nos démocraties, et je me permets de mettre des guillemets parce qu'encore une fois, chacun met ce qu'il veut derrière les mots, est-ce que nos démocraties, avec un pouvoir très pyramidal comme ça, où tu as une personne qui décide de tout, de toute façon, médecine ou pas, est-ce que c'est pas un bourbier? Notamment avec la figure de Trump aux États-Unis, qui a quand même basé une grosse partie de sa campagne sur le fait qu'il était l'homme providentiel. Et qu'il était en meilleure santé que Biden, qu'il a allumax, voilà. Jusqu'à que Kamala Harris, du coup la deuxième candidate démocrate, dégage Biden. Mais Biden voulant y aller
pour tout un tas d'intérêts qui lui sont propres et d'intérêts au Parti démocrate, au fonctionnement politique américain. Biden qui a quand même voulu y aller, alors que c'est vrai que sur les images, il avait l'air fatigué, le petit père. Ouais, mais du coup, le truc, c'est que ça arrive sur ce qu'on appelle médicalement un gros taré de Donald Trump. Oula, c'est alors, le terme médical. Je ne prendrai pas du tout, Je sais. c'est les termes de Moi, Thomas. je le prends. Je précise direct que Moi, c'est je les le termes prends. de Thomas. C'est-à-dire que sur un mec qui va utiliser la post-vérité, les fake news et toutes ces choses-là pour décrédibiliser énormément les propos qu'on va lui donner, sur les choses qu'on va dire sur lui. Et donc ce mec-là utilise même son manque de santé pour son manque de santé potentiel pour en faire un argument politique, en décrédibilisant ses opposants. Mais c'est pas le premier à l'avoir fait, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu, alors bon, ce sont des exemples qui sont plutôt du côté despotique, enfin les dictateurs et tout, mais c'est pas forcément le rapport est pas forcément du fait qu'ils soient dictateurs, mais Poutine, Hitler, Mohamed VI. Hitler avait un problème de santé. Ouais, Hitler a eu beaucoup de problèmes de santé. Je suis pas historien, donc je pourrais pas aller beaucoup plus loin, mais il se trouve qu'il avait des problèmes intestinaux assez forts. Mohamed VI, qui n'était pas un dictateur, mais qui était le roi du Maroc. Mohamed VI, qui est toujours le roi du Maroc. Hein. Exactement, mais qui a eu d'énormes problèmes de santé. Napoléon aussi, en France. Tout ça, ça a été des personnages publics qui ont, enfin, des leaders politiques même, qui ont eu d'énormes problèmes de santé et qui s'en sont servis soit pour le cacher, Hitler notamment, on ne le savait pas trop, soit comme une force, on le voit là avec Poutine ou avec Donald Trump. Et il y en a d'autres qui ont utilisé ça comme une force politique. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais tu vois, Macron, par exemple, Emmanuel Macron, s'est servi de sa jeunesse et de sa vigueur et de son côté jeune cadre dynamique pour se mettre en avant pendant l'élection présidentielle, notamment de 2017. Donc c'est intéressant de voir que sur ce sujet de médecine-là, en fait, on peut vraiment dériver, faire un pas de côté, comme on l'a vu tout à l'heure avec Constance Villanova, et aller voir plutôt quel est l'intérêt pour les forces politiques et pour les leaders politiques d'utiliser leur image de santé, en fait. La politisation de la santé, c'est vrai que l'exemple de notre président de la République est hyper intéressant. Ouais. Cette tendance au jeunisme, alors que visiblement, d'après l'article d'avant, il faut avoir 32 ans pour se considérer comme un adulte. Là, parmi les prochains candidats à la présidentielle, on a pas mal de personnes assez jeunes, hein, jeunes hommes comme jeunes femmes. Hein. On peut citer Jordan Bardella, on peut citer Gabriel Attal qui est dans les starting blocks, on peut citer Marine Tondelier. On pourrait citer aussi Mathilde Panot et Clémence Guettet qui sont aussi relativement jeunes. On est en dessous de la quarantaine. Maintenant, encore une fois, comme c'est des discussions politiques, on ne peut pas non plus tout résumer à la santé et au statut médical des personnes. Et c'est là que je trouve ça complètement passionnant de voir que... c'est qu'un aspect, mais c'est fou que même cet aspect-là soit utilisé médiatiquement. Et on va en parler en 2026, je pense, sur les élections municipales. On va en parler en 2027 s'il y a présidentielle en 2027, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République a encore un pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale qu'il pourrait utiliser, par exemple, après les municipales. Hein, je vais faire... à tout hasard. J'imagine un scénario. Moi, je suis là pour imaginer. Toi, tu veux faire rêver les gens. Moi, j'imagine. Mais on ne sait jamais. Donc, quel que soit le moment, là, on va avoir quand même pas mal d'échéances électorales. On va parler de l'âge des candidats, c'est sûr et certain. Un des candidats, par exemple, potentiel, qui est Jean-Luc Mélenchon, 78... Non, pas 78, 72. Ouais. Je vais te dire ça. Donc c'est pareil, l'âge effectivement va être un des arguments. 74. 74, ouais. C'est ça. Tu vois, donc 74, si les élections ont lieu en 2027, ça lui fait 76 ans. Ça veut dire une fin de mandat à 81 ans. Bon, je connais des gens qui sont plutôt en EHPAD ou qui ont déjà plus d'autonomie à cet âge-là. Ouais. Il y en a d'autres par contre qui font preuve de vigueur. Bien sûr. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Et c'est vraiment le gros sujet qui a fait l'actu en termes de santé cette semaine. Voilà, c'était aussi pour ça que je voulais le mettre. Et puis parce que je trouve que c'est intéressant parce que je me suis dit, moi par exemple, si j'avais pas creusé cette information-là, je l'aurais pris comme argent comptant. C'est-à-dire que on me dit Trump est malade, j'aurais pas cherché beaucoup plus loin, j'aurais vu le titre de l'article, peut-être lu les premières lignes, et je serais peut-être passé à côté. Quand on cherche un peu, on se rend compte que c'est pas forcément aussi simple que ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec les gens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, dites-nous si le sujet vous a intéressé. Moi, j'avoue, j'ai trouvé le sujet passionnant. Vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Tellement passionnant que ça m'a donné faim
Donc le temps que tu nous parles du prochain article, je vais bananer comme il se doit. Ok, nickel. Hop. Tadada, pardon, je vous retrouve ça. Ouais, alors là j'ai envie de vous parler. Excusez-moi juste. Dites-nous en commentaire hein, si ça vous intéresse Ouais. notre façon de traiter les sujets. Est-ce que vous préférez qu'on aille sur d'autres angles? N'hésitez pas à nous dire votre opinion. Hein. Nous là, si on fait tout ça, c'est aussi pour essayer, Pour tester, ouais. pour tester, pour faire en sorte de trouver le traitement journalistique, informationnel qui vous intéresse. Vous êtes notre communauté. Ouais. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à nous dire c'est bien, c'est pas bien, ça nous intéresse un peu moins, un peu plus. Là, vous avez été trop long sur ci, trop court sur ça. Faites-vous plaisir, on prendra rien de mal, c'est du taf. Non, de ouf. Il n'y a pas de sous-sous. Notamment en termes de timing, si on part dans des digressions, c'est aussi pour alimenter un peu le sujet. C'est pas que des digressions gratuites, mais ça n'empêche que des fois, c'est pas forcément pour ça que vous êtes venus. Donc, n'hésitez pas à nous dire. On va s'adapter. Faut qu'on crée un truc, on va même créer Une alerte. une alerte. On va créer une alerte. On s'en bat les gonades. Ceux qui nous écoutent, si jamais il y a moyen de faire ça, une alerte, on s'en bat les gonades. Et c'est quand on aborde un sujet et qu'en vrai ça vous intéresse pas de ouf. Ouais. Ou que ça n'a rien à voir. Et donc là, soit on essaye effectivement de vous montrer que ça peut être intéressant, soit on passe à autre chose. Mais c'est pareil, marrons-nous dans le chat, marrons-nous dans le. Encore une fois, on va rien prendre mal. De ouf. Lâchez-vous juste, voilà, hein, avec douceur et élégance. Ouais, Mais bon, sinon, je il y a vous la connais. modération qui va taper. Bah oui, mais de toute façon, Je les connais, ils sont vénères. vous êtes doux et élégants, ceux qui nous regardez, là, on vous connaît. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est un exercice particulier Twitch. On peut continuer à parler comme ça pendant 2 heures, et si on s'arrête pas, on peut digresser sur tout. Mais là, moi, faut pas me laisser. là j'ai envie de vous parler. En vrai, j'ai envie de vous poser la question, même dans le chat, duquel vous avez envie de parler en premier. Tu vois, soit j'ai envie de vous parler d'un champignon nucléaire qu'on a retrouvé à Tchernobyl et qu'on voudrait envoyer dans l'espace. Alors, champignon nucléaire, parce que quand tu m'en as Ah oui, parlé, non, avant ouais. qu'on prépare, c'est pas le champignon de l'explosion, vous savez, qu'on peut voir de l'époque Hiroshima, Nagasaki, on voit un gros champignon nucléaire. Là, il s'agit bien d'un champignon que vous pouvez trouver, en gros, c'est de la vulga dans la forêt, hein, le mycélium, n'est-ce Ouais. pas Que là, on trouve dans Tchernobyl, dans le réacteur de Tchernobyl après Il y l'explosion, a ces champignons-là qui Voilà. ont poussé et Et qui qu'on ont des voudrait- capacités de ouf. envoyé dans l'espace. Ou alors, un sujet que j'ai un peu moins travaillé, mais qui pourrait être plus intéressant pour discuter, c'est la santé mentale. Bah, tu me diras, Chandrou, celui que tu préfères. Soit la santé Dites-nous mentale en comme commentaire. grande cause nationale. Je pense que ça peut être intéressant d'en discuter juste. Encore un peu de politique. Oh non, pas la politique, non. Donc voilà, soit les champignons, soit la santé mentale en grande cause nationale. On pourra parler des deux si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est aussi pour savoir ce que vous préférez pour l'instant. Et puis, si personne répond, on choisira nous, hein, c'est pas grave. mais ouais, je pense que la santé mentale comme grande cause nationale peut être intéressant à traiter, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus large et qui permet de parler. Mais le champignon, franchement, l'histoire, elle est chouette. Donc, Si, Maxi Kosker, grand plaisir de Bah t'avoir voilà. parmi nous. Alors, on se fait silencieux. Ça te ressemble pas, ça, pourtant? hop, bah du coup le champignon, hein. premier arrivé, premier servi. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais c'est pas grave. Allez, champignons direct pour Champignons. faire plaisir à notre Ouais. Kosker. Ouais. Hop. Donc le champignon de Tchernobyl. Alors en gros, je voulais vous parler de ce sujet parce que il Alors, a. c'est quel article? Attends, excuse-moi déjà. Alors du coup c'est l'article. C'est ça, dans les ruines de ouais, Tchernobyl. Euronews surtout. C'est celui qui est à droite. Celui-là? Non, à droite encore. Bah dis donc, il aime beaucoup Voilà, aller à celui-là. droite, le monsieur. Tu veux dire à l'extrême droite? Ouais, exactement, ouais. Faut bien me foutre dans la merde. Ah non, pas du tout. Et ici, on accepte tout le monde, hein, quel que Ouais. soit. Changeons de sujet. Du coup, je crois qu'on m'entend plus. Oh, je sais pas si vous m'entendez encore. Si. Je pense, J'ai ouais. plus de retour, moi. Ok. T'inquiète. Tac, tac. Bon, ouais, ça y est, j'ai un retour. Très bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Tchernobyl, du réacteur de Tchernobyl, donc le 26 avril 1986, il y a eu la plus grande catastrophe nucléaire civile de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pas n'importe quoi, qui s'est déclenchée dans la ville ukrainienne de Tchernobyl. Ouais, les Ukrainiens, ils mangent. Hein. Ouais. Mais bon, là, c'était en Soutien à vous, 86. les Ukrainiens, enfin la population Ouais. ukrainienne, bien sûr. De Le ouf, reste, parce qu'en plus on n'est pas passé très loin avec Zaporizhzhia, la centrale, Oui, il n'y a pas c'est très vrai. longtemps. Donc c'est quelque chose qui est encore d'actualité, mais là il se trouve que cette histoire-là elle date de 1986, donc ça fait déjà 30 ans. Et il y a eu une augmentation incontrôlée
de l'énergie de l'unité de puissance numéro 4. Et en gros, il y a une manœuvre de sécurité qui a été faite, elle a été mal faite, et ça a engendré une réaction en chaîne, puis une fusion du réacteur nucléaire, et une explosion. Et alors là, je vous donne un chiffre que j'ai trouvé sur Wikipédia, donc je vais faire très attention, on va faire gaffe à savoir s'il est... C'est pas forcément dégueu Voilà. Wikipédia, ça dépend des sujets, mais encore une fois, c'est un outil. On va le il y a des trucs contextualiser. très cool. Je l'ai trouvé sur Wikipédia, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ça a rejeté dans l'atmosphère terrestre, cette explosion du réacteur, 400 fois plus de matière radioactive que la bombe larguée sur Hiroshima. Donc on est quand même sur un événement d'ampleur internationale, mondiale et même historique. Non, c'est faux, pas international, parce que le nuage s'est arrêté aux frontières de la France. Ouais. Je tiens à rappeler cette donnée journalistique de l'époque si vous ne l'avez Ça pas. a été débunké cette info. En fait, c'est pas vraiment une donnée journalistique. Ça a été débunké. En fait, il paraît que ça a été quelque chose qui s'est passé dans les cours d'école, etc. après, et qu'il y a quelques médias qui l'ont fait. Mais là, on va vraiment faire une digression. Ouais, mais je veux quand même en parler vite fait parce que ça montre aussi à quel point, encore une fois, dans le traitement journalistique, médiatique, politique, parfois, il faut savoir prendre de la distance. C'est qu'en fait, à cette époque, du coup, 86, explosion effectivement du réacteur de Tchernobyl, et que ce soit dans les bulletins météo, dans les JT d'information, il a été décidé politiquement de ne pas faire paniquer la population, et donc il a été dit, oui, il y a le nuage de Tchernobyl, mais il s'est arrêté à la frontière française. Parce que c'est bien connu, un nuage radioactif, tout comme un nuage classique d'ailleurs, s'il n'a pas le visa, s'il n'a pas le passeport, il s'arrête à la douane et il fait demi-tour. Ouais. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, la prise de recul parfois sur certaines informations, évidemment que le nuage, comme tu le disais, le nuage a été international. De toute façon, la planète est un gros écosystème. Donc en vrai, effet papillon, ce qui se passe à un coin de la planète a des impacts de l'autre côté. Donc le nuage a eu, c'est clair, un impact international, mais je rebondissais là-dessus parce que ça a été vraiment un sketch, le traitement de l'époque, et je le sais d'autant plus que j'étais pas né, donc il me semble que ça a été un peu débunké quand même, mais il faudrait, j'ai pas les sources donc je veux pas dire n'importe quoi. Il me semble qu'il y a eu quelques articles qui sont sortis dernièrement sur le fait que ça a été après encore, les médias ont eu des fautes là-dedans évidemment, mais on en a rajouté sur le dos des médias, et qu'en fait ça n'a pas été tant l'actu que ça de dire que ça s'était arrêté à la frontière. C'est plus quelque chose qui est venu après, a posteriori, en se disant hyper intéressant. Ouais, voilà. Mais j'ai pas les trucs exacts. Bon, on va creuser le bail. En tout cas, dans ces décombres d'une catastrophe d'une ampleur folle, d'une allure de fin des temps, quoi, et ben il y a des chercheurs qui ont trouvé un petit champignon dégueulasse. Vraiment, il est horrible. Si vous avez moyen de voir une photo... Est-ce que je peux le montrer, moi je crois qu'ils n'ont pas de photo là-dedans. C'est... je vais t'envoyer le nom dans le chat si tu veux le copier-coller. De ouf. Hop. Bon, après, le champignon, il est dégueu. C'est pas de la champignophobie, effectivement, évidemment. Non, tous les champignons sont beaux. C'est vrai que j'irais pas faire un date avec quand même. Mais... Cladosporium. Ouais, je me suis même pas lancé à la... Oh bon, attends, on va le tenter. Cladosporium sphaerospermum. Spermum, bien joué. Carrément. Pour être d'accord, moi je vais l'appeler le champignon. Voilà, ce sera plus simple. Mais vraiment, ce champignon, donc, qui est un champignon assez grand quand même, et qui pullule dans le réacteur de Tchernobyl, et dans toute la zone qui a été contaminée par des radiations. Et en fait, il y a un article d'Euronews qui revient sur ce sujet, donc qui suit plusieurs études, mais on va y revenir doucement, vous inquiétez pas. Le but de cet article, c'était de montrer que ce champignon-là, dégueu, il a une capacité de ouf. Il a un truc que les autres champignons ne savent pas faire. C'est que grâce à sa mélanine, donc la mélanine, c'est ce qui permet d'obtenir la pigmentation de notre peau, en partie. J'ai plus de mélanine que Thomas. Ouais, moi j'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Mais donc du coup, la mélanine de ce champignon-là, en fait, lui permet de capter les rayonnements ionisants. Alors, c'est un mot compliqué pour pas grand-chose, mais en tout cas, ce sont les résidus des résidus de radioactivité qui sont très forts encore. On peut dire que c'est de la grosse radioactivité. Exactement. Et elle arrive à s'en nourrir, comme les plantes font avec la chlorophylle pour se nourrir de la lumière du soleil. Ils vont capter des rayons du soleil et dégager de l'oxygène, etc., et des nutriments pour les plantes. Et là, c'est la même chose. Ce champignon, il grandit en se nourrissant de la radioactivité dans cet endroit. Et ce qui est fou, en fait, dans cette étude, alors, c'est dans cet article, c'est que ce phénomène qui est appelé la radiosynthèse, c'est une hypothèse qui n'est pas encore prouvée complètement. Donc déjà, il faut mettre un peu de recul par rapport à ça. Mais ce qui est fou, si ça marche,
c'est que ce champignon-là, du coup, est capable de proliférer tout seul dans l'un des endroits les plus hostiles au monde, en fait, la chambre de Tchernobyl. Et c'est même pas sa capacité la plus intéressante, en fait. Alors, commençons déjà là-dessus, parce que Ouais. si on déroule tout l'article, ça risque Bien de sûr. faire hyper dense. Bien sûr. Déjà, rien que là, il y a des infos de ouf. Déjà, première info de ouf, un milieu... Parce on considère que la radioactivité, une des grosses problématiques, c'est qu'elle reste longtemps dans l'environnement. Ouais. Capacité fantastique de la nature, il se développe de nouveaux écosystèmes, en réalité, très souvent dans les lieux de radioactivité. Et donc, si la radioactivité va être très dangereuse pour énormément d'espèces, ça va permettre à de nouvelles espèces aussi de se développer. Ouais. Premier point. Et ça, c'est la magie de l'écosystème, c'est-à-dire que tout à l'heure, on vous parlait avec Thomas de la plasticité cérébrale. Il y a cette même plasticité dans les écosystèmes. Et donc, écosystème, c'est quoi ? C'est l'environnement. Tout l'environnement, du coup, en plus, dans l'écosystème, en plus de l'environnement, on y intègre tous les êtres vivants. Et comment les êtres vivants interagissent entre eux et interagissent avec leur environnement. Et donc, dès lors, on voit qu'on peut faire évoluer de ouf les choses. Deuxième aussi vision sur Tchernobyl, le fait qu'il n'y ait plus d'êtres humains, parce que du coup c'est devenu une zone complètement fermée aux êtres humains à cause de la radioactivité, a permis un développement de la biodiversité. Donc là, la biodiversité, c'est tous les êtres vivants qui sont dans un même environnement, et on a une biodiversité qui a pu éclore de ouf. Une question typiquement sur champignon, c'est est-ce que ce champignon existe dans d'autres endroits, ou est-ce que c'est Darwin hein, qui a développé ce concept, c'est qu'en fait les espèces évoluent pour s'adapter en permanence à leur environnement. Et donc, est-ce que ce champignon radioactif existe dans d'autres endroits, ou est-ce que c'est vraiment Tchernobyl qui a fait évoluer de par la radioactivité d'un côté et de par le fait de devoir s'adapter à pouvoir survivre en radioactivité, est-ce que ça a fait évoluer un champignon déjà existant ? Et donc ça a créé une nouvelle espèce de champignon. Mais là où vu de loin avec notre regard d'être humain, on peut dire « Ah, il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour la nature. » Ah, pour nous, la radioactivité c'est mauvais. Donc, c'est totalement mauvais pour la nature. Mais en fait, la nature ne connaît pas le bon ou le mauvais. Bien sûr. Ça, c'est une vision purement humaine. Par contre, la nature peut avoir des capacités d'adaptation. Regardez, il y a une météorite qui tombe sur la gueule de la planète. Oh, les dinosaures, ils sont tous dit, ouais, chaud. Mais les mammifères, ça a permis leur développement et nous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au final, on est dans une période d'anthropocène, n'est-ce pas ? On parle de cette période où l'augmentation de la température est due à l'activité humaine. Oui, possible que l'espèce humaine prenne une petite tarte si jamais on se reprend pas très très vite, mais Ou attention, une grosse tarte. mais la nature de façon globale, soyons modestes, hein, c'est pas la planète n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de la planète. Ouais, c'est une vision écocentrique, ça, de se dire que quand on meurt c'est la fin de la planète. Mais en fait, non. Exactement. Et donc là c'est vrai qu'on voit un truc quand même hyper intéressant. D'ailleurs, c'est super parce qu'ils ont rebondi là-dessus dans les commentaires. Ouais. T'as Maxi Koskar, du coup, qui dit que dans mon souvenir, il y a aussi plein d'animaux qui ont réussi à revenir vivre dans les parages. Et ouais, c'est Exactement. intéressant. On parlait d'évolution. Là, par exemple, l'intérêt de ce champignon-là, on va le développer un peu plus tard, mais surtout, il se nourrit de la radioactivité, ce qui n'est pas le cas des autres animaux. Mais par exemple, je crois que dans cet endroit, il y a le tardigrade, c'est l'oursin d'eau. Ouais. Et du coup, Lui, il survit à tout. Voilà, le tardigrade. mais il survit de la radioactivité Un sans tout s'en petit nourrir. ver, je vais peut-être le définir vite fait. Le tardigrade, c'est un tout petit ver de quelques millimètres. Ça peut peut-être aller jusqu'à 1 centimètre maximum. Et le tardigrade, c'est pas compliqué. C'est un des êtres vivants. Je dis bien un des êtres vivants pluricellulaires, c'est-à-dire fait de plusieurs cellules. Hein. On va séparer ça de tout ce qui est bactéries. Le tardigrade est l'être vivant qui survit aux conditions mais les plus hardcore. Il y a même des tardigrades qui ont survécu dans l'espace. Ouais. Donc dans le vide de l'espace, dans des chaleurs de ouf, dans le froid, dans la radioactivité, dans tout ça, ouais, c'est des organismes qui vivent pas longtemps, mais qui par contre sont capables de... Ils survivent à tout, les frérots. Ouais, c'est des Terminators, les mecs. C'est n'importe quoi. Mais donc, du coup, pour revenir aux commentaires qu'on a vus, ouais, en fait, il y a d'autres animaux qui sont allés dans les parages. Le truc, c'est que, on parlait des écosystèmes tout à l'heure. Donc, t'as la faune, la flore. La flore, il y en a un petit peu moins dans ce coin-là. La faune, il y en a quelques-uns. Mais quand on dit la faune et la flore, on oublie souvent qu'il y a une autre distinction, ce sont les champignons. Exactement. Et donc les champignons font partie de cet écosystème, c'est vraiment une catégorisation à part. Moi, j'aurais pas la compétence nécessaire pour aller plus loin, mais je sais que c'est une catégorisation à part. Je peux aller plus loin si tu veux, je suis grave chaud. Après, c'est pareil, là on parle de la question des étiquettes et des boîtes. La science occidentale s'est développée d'une façon assez particulière qui a consisté à dire il faut mettre des choses dans des boîtes
pour pouvoir les étudier. Et donc on étudie les choses une par une. Donc on a dit à la boîte des animaux. Bim, c'est la boîte de la faune. Ensuite on a dit ah putain il y a les plantes et tout. Bon bah paf, c'est la boîte de la flore. Sauf que les animaux, bon vous voyez ce que c'est, les plantes aussi. Donc quand vous regardez de loin, vous vous dites ah mais en fait le champignon, bah, c'est comme une plante. Mais en fait il a un mode de développement qui est vraiment différent. Premier point, quand vous ramassez un champignon, quand vous voyez un champignon, en réalité le champignon, c'est pas du tout le gros de l'être vivant que vous avez en face de vous. Le gros de l'être vivant du champignon en réalité est dans la terre, c'est ce qu'on appelle le mycélium. C'est une sorte de réseau filandreux un peu. Le champignon, c'est l'équivalent des gonades, c'est l'équivalent de votre système anatomique, n'est-ce pas? C'est avec le champignon que le mycélium se reproduit. Donc quand on mange un champignon, c'est comme si on mangeait des gonades. Et donc en fait, c'est ce qui fait qu'effectivement les champignons sont à part. Et ce truc de classement devient tellement compliqué. La nature a fait vraiment dans la nuance. Et donc on peut pas tout classer. Bien sûr. Il y a carrément des êtres vivants qui sont ni champignons, ni faune, ni flore. Maxi Kosker, je pense que tu l'as. C'est les blobs. Les blobs ont un développement, ils se déplacent comme des animaux, mais pourtant ils sont faits que d'une seule cellule. Et en même temps, ils ont un fonctionnement qui peut faire penser aux champignons, aux plantes parfois. Je vous donne un autre exemple. Ok, c'est compliqué de différencier faune, flore, champignon, blob. Mais vivant et pas vivant, c'est facile ça. Bien sûr. Vivant et pas vivant, c'est facile. T'aimais de l'énergie ou t'en aimais pas? Eh ben, c'est plus compliqué que ça. On considère en science que ce qui est vivant naît, se reproduit et meurt. Donc c'est simple. Et ben typiquement les virus. Les virus naissent, se reproduisent et meurent, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Ils n'ont pas toutes les molécules nécessaires au fait de pouvoir se développer solo. Et ben pour l'instant les virus sont ni morts ni vivants, on est incapable de les classer. Donc ce que je veux dire aussi par là, c'est que toutes ces classes qui permettent d'étudier les choses et de les comprendre, en réalité au bout d'un moment ça devient réducteur. Ouais. Parce que tu peux être un peu au milieu de tout et que nous l'être humain on a des capacités de compréhension et d'explication du monde qui sont limitées. Et donc c'est ce qui fait que quand on se retrouve dans des situations effectivement comme Tchernobyl, on voit de nouvelles choses se développer et donc c'est très compliqué c'est très compliqué de les classer. Par contre, ce qu'on peut dire à Tchernobyl, je reviens juste sur le fait qu'il y a eu un retour de faune, comme disait Maxi Kosker. Ouais. De ce que j'ai pu en lire, ce retour de faune est pas tendu de prime abord à la radioactivité. Non, c'est ça. C'est la différence en fait. Le retour de faune en réalité serait plutôt lié, et je dis bien serait plutôt lié à l'absence de présence humaine et à l'absence d'activité humaine. Souvenez-vous pendant le Covid. Souvenez-vous pendant les confinements, le retour des oiseaux et tout dans les streets, des vidéos de renards et tout. Les dauphins dans les rivières et tous ces trucs-là. Pas dans les rivières, dans les canaux. Les animaux, ils voient bien, je pense, ce qu'on fait, donc ils disent vaut mieux les esquiver. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Du coup, il y a même certaines personnes qui proposent que Tchernobyl devienne une zone protégée, même après la déradiation. De toute façon, cette déradiation-là, alors j'ai pas les chiffres exacts parce qu'il y a plusieurs sources qui divergent, mais ça n'empêche qu'on sera mort, toi, moi, nos enfants, avant que ce soit potentiellement réhabitable. Donc de toute façon, c'était le message positif de Thomas. Non, mais oui, c'est positif. C'est positif parce que c'est un endroit auquel on touchera pas. De toute façon, on pourra pas, on ne sera plus là pour le faire. Et si tu veux y aller, bon courage. Alors donc, malheureusement, on est dans un tel monde que malheureusement, c'est encore plus. Il y a Emilien qui a dit qu'il fallait qu'on change de scène de temps en temps quand on était en digression. Ah ouais, ok. Carrément. Et ben, je peux mettre ça. Mets une scène avec nous et le chat. Ouais, très bien. Carrément. Malheureusement, il commence déjà à y avoir de la présence humaine à Tchernobyl, parce que je sais plus trop quand j'ai lu ça, mais il me semble qu'on organise des sessions de tourisme à Tchernobyl. Ouais. Donc vous voyez, encore une fois, la présence humaine vient un peu flinguer le truc. Heureusement, comme il y a de la radiation, il faut être très protégé, c'est très régulé, très réglementé, mais il n'empêche qu'on commence à avoir de la présence humaine. Je crois qu'on a eu des commentaires. Maxi Kosker qui dit déjà on a The Gromeux qui dit quand tu vois que des champignons peuvent se développer en mangeant de la lessive. Ouais. Ah non mais les facultés des champignons, ça on pourra en faire une spéciale. C'est vraiment un truc de ouf. Et d'ailleurs pendant longtemps les technophiles qui pensent qu'on va régler tous nos problèmes avec la technologie se disaient qu'on pourrait faire des grosses bassines à champignons pour capter le carbone. On va en parler de ça. On va en parler. Maxi Kosker.
qui nous dit dans ce genre de dinguerie, j'ai découvert récemment qu'il y a des animaux qui font de la photosynthèse. Genre le ver de Roscoff. Roscoff, comme dans le Morbihan en Bretagne. C'est Morbihan, Roscoff ? C'est pas. En tout cas, Finistère ? Bretagne. Ah, Je sais peut-être plus. Finistère. Je Je sais vous ai même dit, plus. je suis mauvais en géo. Ouais. Pour le coup. C'est comme si on mangeait de la salade et après ça venait dans nos cheveux et boum, on pourrait se nourrir de l'énergie du soleil. Is it the turfu? C'est encore mieux que le turfu, Maxi Kosker. C'est la nature. Nature is the... Ah, Finistère, bien wesh Thomas. T'as vu Au hasard un peu. Bien wesh. Il y a des talents de hasard des fois. Mais donc vas-y, je vais revenir sur l'anecdote que je voulais vous raconter là, sur cette idée, parce que donc ouais, on a un champignon qui capte la radioactivité grâce à la mélanine et qui, grâce à un procédé de Ça radiosynthèse, s'appelle mélanine, ils l'ont alors, appelé il me comme semble, ça. c'est ce que j'ai trouvé moi en faisant mes recherches. Dingue. Vraiment, C'est pour ça qu'il est noir un peu. c'est exactement, c'est cette substance là qui lui permet de capter la radioactivité, enfin le rayonnement ionisant, mais disons la radioactivité, parce que sinon je vais me paumer. Mais en gros, ce phénomène-là, donc la radiosynthèse, il est intéressant à Tchernobyl, mais en fait il pourrait être aussi intéressant pour envoyer des gens dans l'espace. En fait, il y a toute une étude qui a été publiée par l'université de Stanford en 2022 qui revient sur ce sujet et qui dit que, je vais vous la citer, je vais vous citer d'ailleurs l'article d'Euronews qui dit « L'étude de 2022, donc de l'université de Stanford, conclut qu'il s'agirait d'un moyen efficace de protéger les humains des rayonnements en utilisant des matériaux locaux plutôt que d'acheminer depuis la Terre des fournitures supplémentaires vers Mars. Un atout essentiel pour de futures missions. » En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent protéger les parois de certains vaisseaux spatiaux. J'aime trop dire ça, un vaisseau spatial, c'est stylé. Mais en tout cas, protéger les parois pour éviter le rayonnement. Évidemment, on n'a pas forcément le rayonnement nucléaire. C'est pas celui-là. C'est un rayonnement cosmique, il me semble. Exactement, c'est un rayonnement cosmique parce que vous êtes tous au courant, hein, c'est pas très compliqué, le Soleil, il envoie des rayonnements. Hein. Ça, normalement, même moi avec mon 0,95 de maths... Méfiette, parce que si jamais quelqu'un l'avait pas, je te raconte même pas la vexation. Si jamais on se moquera de lui tous ensemble, si jamais avec plaisir. Si jamais vous ne l'avez pas, vous avez droit de pas l'avoir. Ouais, et évidemment et de qu'on se moquera m'insulter pas dans de les vous. commentaires, c'est pas grave. Ouais, voilà. Et Voilà, là, pour c'est le ça. coup, The Gros Meu, tu ne modères pas. Il a pris un risque inconsidéré. Ouais. Non, mais en gros, le soleil, il fait des rayons. Voilà, les rayons du soleil. Et en gros, ces rayons, sur Terre, on en est protégé grâce au magnétisme de la Terre, Ouais. mais aussi grâce à l'atmosphère. notre atmosphère, les différentes couches d'ozone, etc. Donc, on en est protégé. Le groupe de musique. Ouais, c'est ça, exactement. Le truc roumain, là, ouais, je me rappelle plus de ce qu'il disait, Dragostea Dintei. Mais quand on va sur Mars, puisque ce sont les objectifs à long terme, ou sur la Lune, on n'a pas cette protection. Sur Mars, elle est beaucoup plus faible, sur la Lune, elle n'existe pas. On n'a pas cette protection contre les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, le rayonnement cosmique au sens large. Et donc, cette étude, en tout cas, elle tend à dire que ça peut être une des solutions. Après, elle est quand même critiquée. Il y a quand même des choses qui sont plus simples à mettre en place. Là, je vais citer la vidéo... Est-ce que déjà, peut-être, je peux rebondir Ouais, là-dessus? bien sûr. Il y a un courant dans la science qu'on appelle le biomimétisme et qui consiste à dire, que je trouve hyper intéressant, alors une partie des technophiles aussi prônent cette logique-là, mais qui consiste à dire on peut énormément s'inspirer de solutions qui existent déjà dans la nature et donc les trois quarts des trucs qu'on crée sont des trucs qui existent déjà dans la nature. Là, je voyais la dernière fois une vidéo de la nouvelle moto lancée par Hyundai ou Mitsubishi, je sais plus quelle marque. Et en fait, ce que je mettais en story sur Insta, c'est donc tu vois, c'est une sorte de moto mais à 4 pattes. Tu te poses sur son dos et du coup, ça peut vraiment choper les trucs de montagne et tout. Mais en fait, les gars, bien ouais, je vous avais recréé un cheval. Ouais. Alors après, ça pose la question de est-ce qu'on est légitime à se mettre sur le dos d'un cheval et lui imposer des choses, c'est encore un autre débat. Mais il n'empêche que énormément de choses qu'on pense innover et on se dit oh, on est trop fort. Ça existe dans la nature depuis longtemps. Et je peux vous donner un ordinateur. Un ordinateur, c'est trop bien. Le cerveau de l'être humain est 1 milliard de fois mieux foutu que... intelligence artificielle, oh là là, c'est trop bien. N'importe quel poulpe a des capacités au moins aussi grandes qu'une intelligence artificielle. Des fois, on va même les chercher, ces solutions fondées sur la nature. Parce que moi, par exemple, avec mon école, donc avec l'IPJ, j'ai écrit un livre avec des potes. Et on a bossé sur le sujet de l'eau. Tu vois, l'eau, et voilà. Et
tous mes potes sont allés sur les enquêtes un peu sur les problèmes qu'il faut dénoncer. Et moi, je voulais faire un article avec des solutions. Et en fait, je me suis renseigné sur un truc qui a un nom barbare qui s'appelle l'hydrologie régénérative. C'est un nom barbare, mais Je connais pas du tout, vas-y, raconte. en gros, ça veut juste dire utiliser des solutions fondées sur la nature pour gérer le chemin de l'eau. Tu vois. Et en fait, du coup, on te met des fossés, on fait que l'eau elle s'écoule. Que ça aille tout droit, plutôt Exactement. faire des S parce qu'à chaque fois C'est ça ça. creuse. Il faut que ça serpente, que ça prenne son temps, que ça s'infiltre dans le sol. Et donc, avec cette solution, ce sont que des solutions fondées sur la nature qui créent ensuite une théorie qu'on appelle l'hydrologie régénérative, qui est en train d'être testée notamment dans la Drôme en ce moment. Et ce livre-là, en tout cas mon article sur ce livre était basé notamment sur quelles solutions de la nature on peut utiliser pour améliorer le circuit de l'eau. Et là, dans cet article, on est dans la même chose. Dans ce sujet, on est dans la même chose. On a quelque chose, un champignon qui a poussé sans qu'on lui demande rien dans un endroit où il est normalement impossible de pousser. Donc là-dessus, l'être humain n'a aucune action sur le fait que ce champignon-là pousse. Il a créé la bombe nucléaire. La nature, elle nous demande jamais rien. De toute façon, Exactement. c'est plutôt nous qui passons notre temps, au contraire, à vouloir dominer, rentabiliser la nature. Hein, Ouais. Là, on parle de faire de la rentabilisation sur du champignon. De ouf. Il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est que là où parfois sur Terre, on va essayer de nous vendre des solutions technologiques. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, la solution technologique, souvent, elle rapporte beaucoup plus d'argent à ceux qui la proposent que le champi qui a été Ouais, cultivé. bien sûr. Un des rares cas où ça change, c'est surtout le rapport qui est lié à l'espace. Ouais. Parce qu'à l'espace, on n'a pas énormément d'énergie. Ni de matière première. Exactement, il faut très bien gérer ça. Et là, l'avantage d'un champi, c'est que ça demande quasiment que dalle pour se développer. C'est pas beaucoup de poids. Et donc, étonnamment, vous allez voir qu'on est déjà parti là-dedans. Ouais. On a des systèmes dans donc la Station Spatiale Internationale. L'appartement qui est 400 km au-dessus de notre tête, c'est un laboratoire géant qui a été fait de façon internationale. Donc, vous regardez, c'est la guerre, soi-disant. Enfin, il y a des tensions, soi-disant, entre les États-Unis, la Russie, la Chine sur la Station Spatiale Internationale. Ils continuent à collaborer. Parce que quand il y a un intérêt stratégique qui peut servir à tout le monde, là, pas de souci, on continue de taffer ensemble. Dans la Station Spatiale Internationale, j'en ai fait d'ailleurs un podcast Vue du Lab que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube sur la conquête spatiale. Allez le mater. Dedans, on parle évidemment d'Elon Musk. Hein, là, on parlait de Mars et tout. Dans cette Station Spatiale Internationale, il y a des technologies de ouf qu'on pourrait déjà utiliser sur Terre, notamment le recyclage de l'eau. Toute l'eau est recyclée jusqu'à la transpiration qui est récupérée à travers l'humidité, jusqu'à l'urine pour les spationautes américains. Qui crée de l'eau, etc. Exactement, qui recyclent l'eau et en fait les spationautes boivent leur urine. Ce qui n'est pas le cas par contre des cosmonautes russes. Les Russes n'ont pas voulu avoir ce système et ont un système dans l'ISS qui leur est propre. Toutes ces technologies de ouf, au final, sont disponibles dans l'espace mais pas sur Terre. Et si on continue dans cette direction, on va avoir dans l'espace des technologies qui vont très peu demander d'énergie, qui vont très bien produire de l'oxygène, un biomimétisme de ouf en se basant sur la nature. Tout l'enjeu, ça va être qu'on puisse profiter de ces mêmes choses pour nous sur Terre, dans nos appartements et tout, parce que c'est sur Terre qu'il faut réduire la consommation. Bien sûr. Et du coup, pour le sujet dont on parlait là, ça revient à ce que tu disais, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour que ce soit fonctionnel. Et je vais citer la vidéo qui m'a donné l'idée de ce sujet-là. Donc c'est une vidéo de Y Penser qui est sortie hier et qui disait qu'en fait, eh bien, le problème avec cette solution, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité de réduire la taille qu'il faut du nombre de champignons. Je vais l'expliquer après. Est-ce qu'il faut rendre les champignons plus efficaces pour qu'ils prennent moins de place et qu'ils filtrent encore plus les ondes des murs de 2 km avec 2 km de champignons pour que ce soit efficace, ça sert à rien de les envoyer dans l'espace. Et c'est un peu ça le souci qu'il y a avec cette théorie. Et pour l'instant, on se rend compte que ce serait jouable. Ça ferait 21 cm de mur. Mais tu vois, moi, ce qui me choque un peu là-dedans, je le dis vraiment en détente. Après, encore une fois, c'est des choix journalistiques d'angler comme ça. Ouais. Mais avant même d'angler sur l'espace, pourquoi ? Parce que le mur de 2 km, il est peut-être plus envisageable sur Terre. Tout à fait. Pourquoi on fait pas ça à côté de toutes les stations, de toutes les zones radioactives ? Et c'est là qu'aussi on voit le rôle des scientifiques dans la discussion de leur étude, dans ce qu'ils proposent. C'est là qu'on voit l'impact journalistique. Moi, si j'avais dû traiter le sujet, honnêtement, avant même de parler de l'espace, ça aurait été, mais wesh, est-ce qu'on peut pas l'utiliser sur Terre pour sécuriser les réacteurs ? Surtout qu'en France, on lance la production, soi-disant, de mini-réacteurs. Ouais. Et donc, tu vois, ça, c'est vrai que c'est un truc qui me surprend scientifiquement et journalistiquement. C'est que il y a plus d'argent dans la recherche sur l'espace, honnêtement, que pour protéger notre Terre. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour
tester des solutions techniques. L'espace, c'est quand même le grand... C'est là où le plus de solutions techniques sont testées avant d'être envoyées sur Terre. Il y a l'exemple du velcro qui est très connu. En gros, le velcro, ça a été développé pour pouvoir mettre... Tu sais, le velcro, c'est ce que tu mets dans tes scratchs, là, tu vois. Et ben, le velcro, ça a été développé sur la Station Spatiale Internationale pour pouvoir caler des boîtes, il me semble. Enfin, en tout cas, pouvoir mettre des trucs au mur sans que ce soit trop compliqué et que ça se balade trop. Et après, ça a été ramené sur Terre. Et en fait, il y a beaucoup ce truc-là dans l'espace. C'est quand même un grand laboratoire des solutions techniques, l'espace. En tout cas, il a été utilisé pour ça. Le téléphone, il me semble que ça vient aussi en partie des avancées qu'on a fait à ce niveau-là dans l'espace. Je veux pas affirmer parce que j'ai pas les sources à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a plein de vidéos qui l'expliquent, plein d'articles qui le montrent. Mais là, cette solution-là, on n'est pas encore sûr qu'elle fonctionne. On n'est pas encore sûr que cette solution de mettre ce champignon dégueu noir là dans notre maison, ça nous permettra de réduire les effets de la radioactivité. Par contre, on peut se dire que ça peut être une bonne solution de le tester dans l'espace. En tout cas, c'est ce qui est envisagé. Pourtant, ça reste une hypothèse pour l'instant. Il faut la confirmer. Ouais, puis en plus, c'est hyper intéressant parce que les rayons cosmiques, là, c'est ce qu'ils mettent dans la fin de l'article, effectivement. Comme la radioactivité, ça brise l'ADN. Ça vient vraiment briser l'ADN de nos gènes qui sont dans chacun de nos cellules. Donc il y a un double enjeu en plus sur ce champignon. C'est que certes, il puisse filtrer les radiations cosmiques, mais c'est qu'en plus, il ne soit pas modifié par ces radiations cosmiques qui, dans l'espace, sont à un niveau dingue, en fait. Comme le disait Thomas, on n'a pas le fonctionnement magnétique de la Terre qui renvoie déjà pas mal de radiations cosmiques, et en plus les différentes couches de l'atmosphère. Je vous envoie le lien vers l'étude de Stanford si vous avez envie. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un truc hyper intéressant. Ford, hop. Tac. Voilà. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait aussi en termes d'histoire sur ce sujet-là, c'est qu'il y a eu une explosion en 86, la découverte d'un champignon en 2007, la découverte de son utilisation en 2022, et qu'après, plus de 30 ans plus tard, il y a possibilité de l'envoyer dans l'espace. Je trouvais ça un peu poétique, vu la tête qu'il avait de base, c'était difficile de le rendre poétique, ce champignon. Mais voilà, je trouvais que cette possibilité d'étaler dans le temps une découverte était assez poétique. Ça va vite. Ouais, de ouf. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le dernier article ? On s'en fait un dernier ? Ça me va. Est-ce que vous voulez... Non, mais dites-nous en vrai, parce qu'il y a l'article sur... la cause nationale, la santé mentale, cause nationale. J'en ai 3 encore. On peut proposer les 3 et voir lequel ils veulent le regarder en premier. Et puis si on a du temps, on le fera. Et puis sinon, c'est pas grave. Ouais, et puis si vous avez la motive, hein, parce qu'en vrai, si vous avez envie qu'on stoppe le live, ce sera un plaisir d'aller manger. Hein. Non, mais en vrai, ça va être un plaisir de vous raconter le reste aussi. Mais en vrai, j'ai 3 sujets du coup. 3 sujets à vous proposer, vous me direz lequel vous plaît le plus. Donc, soit la santé mentale comme grande cause nationale en 2026. Ah, il y a Yann Ladoub qui mange. Bon appétit. Ouais, il y en a qui mangent, ouais. Merci, bon appétit à vous. Et d'ailleurs, des gros bisous. Yann Ladoub dont je parlais hier, quand je vous montrais hier, allez voir le replay d'hier, quand je vous montrais quel chantier l'émission qu'on a faite avec le Mont-Saint-Michel. Je vous disais que du coup, on l'a produite avec notre boîte. Et je vous disais que dans l'équipe, il y avait Yann Ladoub qui était coproducteur avec moi. Et donc, voilà, très content de te voir parmi nous, Yann. Des gros bisous. Mais si ça continue à manger pendant que nous on travaille, ce qui est super déjà. Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui s'abonnent un peu plus. Mais bon, après voilà, je dis ça au hasard. Je dis ça au hasard, mais voilà. On a un objectif 60 followers. On a déjà atteint rien qu'hier le 40 50. Et le 50 followers. Ouais. Et merci Yann Ladoub pour ton follow. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir, des bisous. Donc du coup, les 3 sujets que je vous propose. Donc soit la santé mentale qui est encore une nouvelle fois la grande cause nationale en France en 2026. Parce que ça a tellement bien marché en 2025. Exactement, donc on va parler de ça. Soit le speed watching. Alors c'est encore un nom anglais qui veut pas dire grand chose, mais on a quand même l'idée de regarder rapidement du contenu sur son téléphone. Franchement, est-ce que vous le faites, vous savez, de soit mater vraiment en 2 spies. Déjà les vidéos sont de plus en plus courtes, mais encore mieux, et en vrai je le fais régulièrement. Quand vous appuyez longtemps à droite de votre écran sur Insta, vous pouvez accélérer la vidéo. Mais moi je le fais jamais par exemple. Du coup c'est genre en x2. Ouais, j'avoue, moi je me fais les vidéos en x2. Je le fais jamais. Surtout quand il n'y a pas de son, comme la lecture va plus vite que la parole. Ouais.
Je mets la vidéo en x2 et très souvent à la fin, je me dis juste 2 fois plus rapidement que c'était pourri. Mais du coup, j'ai un article là-dessus, donc on pourra en parler. Et sinon, j'avais une étude scientifique qui parlait de quelque chose d'intéressant aussi, une étude du MIT, qui parlait de quand on devient malade, en fait, notre cerveau, il sécrète des substances qui permet aux malades de se retrancher socialement. Donc en gros, quand Un tu es peu se malade, mettre tu as en moins envie de retrait. parler aux gens parce que ton cerveau t'a dit que tu avais moins envie de parler aux gens. Et quelque part, ça permet de protéger toute la communauté, groupe, parce que si jamais le exactement. bail il est contagieux, bah, le fait de te mettre en retrait, tu prends moins le risque de rendre les gens Ouais. malades. Ça rappelle vachement à l'époque du Covid, avec confinement, on pouvait Ouais, même de plus ouf. se faire de bisous, on pouvait même plus ouf. faire de bisous à nos proches. De ouf. Mais là, ce serait un truc de Je préfère y aller. protection, quoi. Donc en gros, voilà, les 3 sujets. Donc on a trop malade pour parler, la santé mentale, grande cause nationale en France, et le speed watching. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le premier qui répond, le premier qui nous donne son avis, on y va? Ou on fait un... Je pense qu'on peut pas faire de sondage parce que t'es pas partenaire Twitch encore. Non, je le serai bientôt. Ouais. Là. C'est pour ça que l'idée, c'est de faire 4 heures de live dans la semaine. Ouais. Bob Dehat nous dit de continuer pour les retifs, carrément. Des bisous, Bobby. Dites-nous si vous avez une préférence. On n'a qu'à se dire que s'il n'y a pas de réponse, fin de live. Ouais. En vrai, et ce sera pas vexant, hein, vous inquiétez pas. Santé mentale? Santé mentale Très pour Yin la Doub. Est-ce qu'on a éventuellement d'autres propales? Ouais. Santé mentale. Santé mentale pour Bob Dehat. Ok. Le champignon. Maxi Kosker est un Fan de champignons. est un fan de champignons Je monomaniaque. Je comprends. Je l'imagine avec des champis sur lui même peut-être. Tu veux dire que genre à Paris, il s'éclate de ouf, il va avoir toutes les caves de champignons et tout, il est en mode waouh, celui-là je l'avais pas dans ma collection, il est trop stylé. Je pense que Maxi Kosker est le genre de personne à aller voir les champignons en forêt carrément. Je pense on est vraiment C'est plus stylé sur un ce peu. C'est stylé un peu. 10 fois plus C'est stylé un peu. 10 fois plus stylé. D'ailleurs, on se fera une spéciale champignons avec toi peut-être Maxi Kosker si t'es chaud. Donc du coup, on part sur la santé mentale. De ce que je vois, ça a l'air d'être ça. Carrément. Si Dernier article de la revue de presse. Ouais. Hop. Alors, je te donne du coup les articles, c'est ce qu'il y a dans le mail, c'est les 2 premiers dans le mail. Les 2 premiers dans le mail. Normalement, j'ai dû les mettre aussi sur ton, Ouais, parce que sur ton navigateur, je vais te dire ça. j'avoue, ça m'arrange hop. pas aller dans les mails. Je te dis de quel... Donc c'est la montagne, donc à droite, là. Thomas tu ne me commences toujours dit par la... que d'aller à droite depuis le début de Ouais. ce live. Et il y en a un autre du Monde, je crois. Il y en a Ouais, un le autre Monde, du je l'ai à côté. Très Ouais, bien. voilà. Donc là, tu as les 2 articles. Et en fait... Petite lecture déjà. On peut se Ouais. faire une micro-lecture. La santé mentale. Le titre, c'est La santé mentale reste la grande cause nationale en 2026. Le gouvernement annonce la prolongation en 2026 de la grande cause nationale sur la santé mentale. C'est pas la petite cause, pas la grande cause. Cette nouvelle année vise à renforcer la coordination interministérielle, donc le fonctionnement entre les différents ministères. Pour parler de santé mentale, du coup, on pourrait imaginer forcément le ministère de la Santé, mais comme on parle aussi de la santé mentale des jeunes, peut-être le ministère de la Jeunesse et Du des travail. familles, du travail aussi. Et donc c'est là qu'on considère du coup que c'est une coordination interministérielle, comment on coordonne les différents ministères. Et donc cette nouvelle année vise à renforcer la coordination interministérielle et à rendre les actions plus concrètes pour les citoyens. Ouais. L'objectif de ce truc-là, d'abord, c'est d'en discuter en fait. Donc, c'est parce que le titre de la campagne, c'est Parlons santé mentale, avec un point d'exclamation quand même. Et l'objectif, du coup, c'est d'en discuter. Moi, j'avais une question On voit à la télé d'ailleurs en ce moment, à la télé et sur internet, j'entends à la radio aussi, parce que j'écoute un peu la radio, et ils ont fait une sorte de pub de prévention. Qui peut être en dépression, qui peut machin, qui peut truc. Tout le monde peut tomber en dépression. Et donc là, le truc, effectivement, l'angle de communication, moi je serais tenté de parler plus de communication que de prévention, mais on pourra développer après, c'est de dire, ok, tout le monde peut potentiellement avoir des problèmes de santé mentale, parlons-en entre nous. Parlons-en entre nous, peut-être qu'en parler à des personnes formées comme des psychologues ou des psychiatres, peut-être qu'avoir accès à ces personnes formées de façon facile serait plus intéressant qu'aller voir nos proches et dire qu'on n'est pas bien. Eux, comment ils reçoivent ça? Est-ce que c'est les bonnes personnes pour l'entendre? Donc déjà, moi, je trouve qu'il y a un premier gros biais dans cette campagne. C'est déjà un premier pas. Je préfère... j'ai compris ce que tu voulais dire, mais... Il se trouve que si vous arrivez à parler à personne d'autre, déjà parlez-en à quelqu'un. Non, on n'a pas. Ouais, mais en fait, on n'a pas le temps pour les petits pas. Là, je veux dire, ça fait très longtemps qu'on fait de la psychiatrie. Ça fait 30 ans qu'on est en train de détruire tout le système de prise en charge psychologique et psychiatrique en France. Et là, ils nous font un micro pas comme ça de juste nous apprendre qu'on peut avoir des problèmes de santé mentale. Ça, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que je voulais dire, c'est combien de millions la campagne?
Bah ça, j'ai pas les chiffres, mais ce que je voulais dire juste, c'est si vous vous sentez pas capable d'aller en parler à quelqu'un, un professionnel, déjà rien qu'en parler avec quelqu'un, c'est déjà un pas. C'est mieux que rien, mais C'est là, ça. mais là où c'est pas de la prévention, c'est que ça peut C'est être ça. dangereux. Si la Ouais. personne en face, elle n'est pas en T'es pas capacité capable de le prendre, recevoir, bien sûr. si la personne en face, elle empire ta situation Ouais, bien sûr. parce qu'elle sait pas, Bien sûr. on devrait. Et là, j'avoue, je tape des points sur la table. Je vais en prendre une. Mais non, non, toi jamais, tu rigoles, mon Thomas. Non, non, mais par contre, que notre gouvernement, là, nous fasse croire qu'il travaille en nous sortant un pauvre spot pour dire oh, vous avez des problèmes de santé mentale, les frères, on le sait en fait. Et c'est pareil, on nous a fait croire que c'était depuis le Covid, on le savait avant le Covid. Alors, effectivement, depuis le Covid, on est un peu plus en capacité de poser des mots. Nos générations sont déjà plus en capacité de dire qu'elles sont pas bien, là où nos anciens, c'est plus difficile. Ouais. Mais moi, je vous le dis comme je le ressens. Là, les spots qui balancent, c'est juste du foutage de gueule. C'est En du fait, foutage de gueule. ce qui était surtout, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est la deuxième année. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'ils font des spots de Non. pub, c'est la deuxième fois. C'est-à-dire qu'en 2025, c'était aussi la grande cause nationale. Et je voudrais savoir si le chat, il l'a senti ça. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on en a plus parlé? Est-ce qu'on en a mieux parlé? Et de Est-ce toute qu'on en a façon, pas parlé? Est-ce que vraiment le climax, est-ce que vraiment l'apothéose, est-ce que vraiment le maximum de la prévention qu'on puisse mettre en place, c'est mettre des affiches et des spots? Ah non. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un problème psychologique, voire psychiatrique, comme la santé mentale, est-ce que vous pensez vraiment que ça se règle uniquement avec des spots et avec des messages? Mais on se moque de qui? On connaît la psychologie et la psychiatrie, on sait que ça demande du temps, un accompagnement, un changement d'environnement, et ça en réalité ça demande quoi? Des moyens. Ouais, bien sûr. Des moyens. On est en train de détricoter depuis 15 ans que je suis la psychiatrie en France. Ça fait 15 ans que la psychiatrie est démantelée beaucoup plus vite que les autres services. Depuis le Covid, la France s'est rendu compte que là, on a des services d'urgence qui peuvent même plus être ouverts. On ne peut plus aller aux urgences sans passer un coup de téléphone. On a des hôpitaux en périphérie des grandes villes qui sont fermés, Ouais, des les services de spécialistes, maternité. c'est la galère et tout. Et ben ça, la psychiatrie, ça fait au moins 20 ans. Ça fait au moins 20 ans que c'est le cas qu'on détricote. Avant, il y a 30 ans, il y avait les CMP, les centres médico-psychologiques. Tu avais plein de structures autour de chez toi où en 2 semaines, tu avais rendez-vous avec un psy. Ouais. Aujourd'hui, ils ont tellement sous-financé que la plupart des structures ont fermé. Le peu qui reste, quand tu les appelles, tu as 6 mois d'attente minimum. Mais en 6 mois, si tu as vraiment une grosse problématique de santé mentale, en 6 mois, tu as le temps de faire tout un tas de dingueries. Ça empire ta situation. Et là, ils essayent de nous faire croire qu'ils prennent le problème à la source, qu'ils prennent le problème en cause, en faisant des vidéos où on nous dit si vous n'êtes pas bien, parlez-en autour de vous. Tu veux que je t'énerve? Tu veux que je te dise ce qu'ils ont fait Non, dans cette... en vrai, ça m'énerve pas. Mais je comprends. Ça me rend fou. Regarde, je te lis la partie de l'article Le Moniteur des pharmacies là qu'on a Ouais. au tableau. Ouais. Une ambition double. Ok. Ça va t'énerver. Dans un communiqué de presse, le gouvernement précise une double ambition. D'une part, une volonté de renforcer la coordination interministérielle afin que la santé mentale soit pleinement intégrée dans l'ensemble des politiques publiques. Vous avez fait quoi Voilà. l'année dernière? Exactement. Première année. Et attention, et d'autre part, appuyer les initiatives locales issues des écoles, entreprises, clubs sportifs ou associations pour que chaque citoyen dispose de repères clairs Alors, et sache où trouver de l'air. C'est-à-dire qu'ils ne proposent rien. je tente une hypothèse. Ouais. Je pense qu'ils vont proposer qu'il y ait des référents santé. Vous allez voir. Je savais que Regardez. j'allais l'énerver. Regarde. Non, mais en vrai, ça m'énerve pas du tout. Ça me passionne. Je fais une hypothèse. Dans quelques mois, ils vont nous annoncer que le résultat de cette consultation interministérielle va consister à ce qu'il y ait des référents santé mentale dans les associations, les entreprises et les écoles. Référents santé mentale qui n'auront pas été formés, parce que ça va être des employés, des éducateurs, des choses comme ça. Et donc, à partir de là, ils vont dire, nous, on a fait notre taf, il y a des référents santé mentale. Sauf que c'est très bien de mettre en place des référents santé mentale. Mais une fois que tu as ton référent santé mentale qui n'est pas formé, lui, ça va l'alarmer. Il va se dire, OK, il faut peut-être que je le mette en arrêt, il faut peut-être qu'il ne vienne pas à l'école. Mais derrière, si tu n'as pas de suivi psychologique et psychiatrique, Ouais, tu mets le juste un référent pansement. santé mentale, il te renvoie vers qui? Ouais, puis tu mets juste un pansement, tu soignes rien. C'est presque pas un pansement, là, je trouve. Ouais. Là, c'est juste de dire, ah OK, tu as le droit de dire que tu as mal à quelqu'un. Ouais. Et franchement, on est rendu, je me permets d'en parler en étant aussi à l'aise, parce que c'est un sujet que je maîtrise, et en tant que docteur en neurosciences, je pense avoir la légitimité pour le coup d'en parler. Pour moi, là, je fais vraiment pas oui, certes, c'est de la politique, mais de la politique liée à la médecine. Et à ton domaine d'expertise. Exactement.
Là, je sais pas comment résumer ça qu'un foutage de gueule de la communication, mais pure et simple pour dire ah regardez, on bosse dessus, nous faire des spots qui sont visibles, donc ça laisse croire aux personnes qu'il se passe quelque chose. Alors qu'encore une fois, faire un spot, ça coûte une blinde. Enfin, je dirais pas pour rien, mais l'effectivité sur des politiques de prévention, sur des politiques publiques de prévention de spots. Enfin, de toute façon, vous l'avez bien vu en vrai quand on voyait des spots de prévention liés à la consommation d'alcool. Qui qui a déjà moins bu parce qu'il a vu un spot qui très souvent est bidon et tellement caricatural que de toute façon ça parle à personne. Ouais, comme sur les paquets de tabac et toutes ces choses-là, tu vois. Mais moi, ça m'intéresserait. J'aimerais bien savoir le chat. Paquet de tabac, pour le coup, ça marche un peu plus Oui, sur les c'est nouveaux vrai. consommateurs. C'est Donc, vrai, t'as là, raison. pour le coup, sur le paquet Tu de as tabac, vous noterez que j'ai pas du Non, tout la tu as même raison. ligne parce que le paquet de tabac, on va taper au portefeuille, on change des habitudes, on change des. Donc, vraiment, le fait qu'on enlève le design des paquets de tabac et les messages, il y a une étude notamment en Australie qui a été faite où ceux qui fument déjà, effectivement, ne fument pas moins. Ouais. Par contre, les jeunes, les nouveaux consommateurs Ils sont. vont moins facilement. Exactement, il y a beaucoup moins de consommateurs. Et là, c'est notamment le pouvoir du marketing et du neuromarketing. Les paquets sont moches. Dessus, tu as des vieux poumons dégueulasses. Donc, les petits jeunes, ils ont moins envie d'y aller. Mais bon. Tu fais pas la connexion Panini de toutes les images pourries que tu as sur les paquets de tabac. De C'est ouf. pas l'ambiance, quoi. Mais par contre, comme ce marketing-là est fait sur tout ce qui peut être puff et tout ce genre de conneries, bah là, par contre, les jeunes y vont. Mais du coup, ça m'intéresserait de savoir le chat si vous l'avez. Parce que moi, ce qui m'a rendu fou dans cette annonce, c'est que c'était déjà le cas l'année dernière. Donc, est-ce que vous l'avez vu passer l'année dernière ? Est-ce que on vous a plus parlé de santé mentale ? Ça peut être le cas, hein, ça peut être vrai. Mais est-ce que vous avez senti que c'était vraiment la grande cause nationale de l'année dernière ? Est-ce que vous avez ressenti ce truc-là ? Ça m'intéresserait de savoir parce que moi, par exemple, de mon point de vue, on en a parlé un petit peu plus, mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit lié au gouvernement. J'ai plus l'impression que c'est lié à l'ère du temps Moi, et qu'on commence à en parler. je pense que le gouvernement a réagi à une prise de conscience d'une partie de la population C'est ça. liée au Covid, au confinement, au fait que les jeunes puissent pas aller en cours, donc affreux en termes de socialisation. Vraiment, pour moi, là, c'est la quintessence de la communication politique. Et d'ailleurs, je note qu'en ce moment, vraiment, la solution politique, c'est de dire, voilà, on fait parler les gens entre eux, mais il y a des professionnels de la santé, psychologues, psychiatres, éducateurs, tous ceux qui bossent dans le psychosocial. Il y a quand même tout un tas de personnes qui proposent des choses depuis longtemps. Bien Je sûr. trouve ça choquant que la seule proposition soit de faire discuter, alors qu'en vrai, il y a 1 million de trucs à faire. Et je pense que comme le premier truc à faire, ça commence par financer la psychiatrie, financer les réseaux de santé de proximité. Bah là, on en vient à un vrai débat politique. Et quand on voit que là, les lois de financement, notamment de la sécurité sociale, PLFSS, qui est en train d'être votée là, à l'Assemblée et au Sénat, parle encore de réduire le budget des hôpitaux et de la santé, faites-nous autant de spots que vous voulez, les potes. Bah, ça coûte moins cher, les spots. Ah bah, ça coûte... Non, franchement, j'avoue que c'est le genre d'actu, moi, qui me... Il faut quand même... C'est des sujets sérieux, en fait. En vrai, Ouais. c'est des sujets sérieux. Il y a des vies qui sont en jeu, il y a des parcours qui sont en jeu. Une personne qui est pas bien psychologiquement, psychiatriquement, ça a un impact aussi sur son entourage. Ça a un impact, en réalité, sur la société. Et je trouve que de prendre ça par-dessus la jambe... Mais un peu comme ils peuvent le faire parfois sur les violences faites aux enfants, où on nous répond « Ah, violences faites aux enfants !» Exactement. « Ah bah c'est bon, on réagit. Le truc d'appel, normalement c'est qu'en semaine, et ben on va l'ouvrir le week-end. » Ouais. Ah, waouh. Alors que les associations féministes, par exemple, si on doit aller là-dessus, demandent qu'on finance des maisons des femmes, où les femmes puissent être accueillies dès qu'il y a des dingueries pour pouvoir se soustraire et se protéger de la personne qui les violente. En vrai, souvent, quasiment tout le temps, de l'homme qui les violente. Oui. Encore une fois, il y a des solutions. Et on vient nous dire, oui, allez, on va mettre du budget pour que les gens discutent pendant 6 mois pour probablement à la fin dire non. Il ne parle même pas de budget. Il parle même pas de ça. Il parle de soutenir. Ça ne veut pas forcément dire financièrement. Mais le truc, moi, qui m'intéresse aussi à travers ça, c'est que même si là, cette action-là, pour moi, elle ne me parle pas, bah, en fait, peut-être que c'est l'occasion pour nous, en tant que citoyens, à côté, d'utiliser ce prétexte-là pour faire de cette discussion un sujet important. C'est-à-dire utiliser le fait que, bah ok, c'est la grande cause nationale, la santé mentale. Ça va peut-être rien changer au niveau du gouvernement, mais peut-être que nous, on va peut-être en parler, tu vois. C'est l'occasion. C'est une occasion parmi d'autres de se dire, tiens, cette année, je vais peut-être me renseigner un chouille ou écouter des podcasts un peu chouettes
ou même ne serait-ce qu'en parler. Ça tu peut vois, être le ça- début. Ça peut ça- être le début, mais en fait, ça fait encore peser sur l'individu seul Exactement. la responsabilité Oui. de sa santé. C'est là où je voulais aller, ouais. Ouais, tu vois. Moi, j'avoue, je suis pas du tout de. Je Ouais. souscris parfaitement à ce que tu dis, mais tout ça n'invalide pas le fait que le reste devrait exister. Bien sûr. Du coup, j'en profite pour vous donner quelques micro-conseils. J'ai fait pendant 1 an et demi une émission en santé mentale avec Brut. Euh, c'est pas simple en vrai aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il existe des solutions. Déjà, le premier truc, oui, parler à ses proches, mais honnêtement, je vous avoue, je trouve ça assez limité et limitant. Par contre, vous pouvez éventuellement déjà commencer par en parler à votre médecin généraliste, avec lequel vous pourrez avoir un rendez-vous médical qui sera remboursé et avec qui vous pouvez avoir un rendez-vous plus ou moins rapidement, parce que même la médecine de ville, c'est pas simple. Deuxièmement, vous avez les urgences. Si vraiment il y a un état d'alerte, vous avez les urgences. N'hésitez pas à y aller. Dans certaines villes, il y a des urgences psychiatriques. N'hésitez pas à y aller. Là, pour le coup, vous pouvez être pris en charge rapidement sans forcément qu'il y ait d'hospitalisation. Parce que souvent, la crainte, c'est l'hospitalisation. Bien sûr. Ensuite, il y a le dispositif Mon Psy, qui a été lancé effectivement par le gouvernement Macron 1. Je vais te dire ça. Dispositif Mon Psy, c'est vous pouvez avoir une ordonnance pour aller voir un psychologue. Et donc, du coup, vu que c'est prescrit, c'est remboursé. Il En me semble avril que- 2022. Ouais, c'est ça. Et il me semble qu'ils viennent d'augmenter. Je crois qu'à la base, c'était pour 5 séances. Je me demande si c'est pas passé à 8 séances par an. 12. 12 séances par an. En tout cas, c'est ce qu'il y a Merci. sur le site du gouvernement. Trop bien, merci beaucoup. 12 séances. Donc effectivement, vous pouvez éventuellement activer ça. Par contre, il faut d'abord passer par votre médecin généraliste. Suivant les villes dans lesquelles vous êtes, les listes d'attente pour les médecins, pour les psychologues qui sont dans le dispositif Mon Psy peuvent être un peu longues. Et ça, c'est pas forcément très facile à vivre. Surtout que la plupart du temps, quand on veut voir un ou une psychologue ou un ou une psychiatre, C'est que c'est le moment d'y aller. c'est déjà qu'on est en état d'alerte. Le conseil, moi, que j'aurais tendance à vous donner, c'est même si le rendez-vous est censé être dans 6 mois, si vous en avez la force, prenez le rendez-vous. Parce que les 6 mois, il y a un moment, ils vont arriver. Le plus dur avec les psys et les psychiatres, c'est le premier rendez-vous. Une fois que vous avez le premier rendez-vous, vous pouvez avoir un deuxième rendez-vous dans les 2 semaines. Mais n'hésitez pas à aller par là. Et après, effectivement, il y a les lignes d'écoute. Il y a Nightline, par exemple, qui là, il y a à destination plutôt des étudiants. Je vais essayer de vous mettre un lien dans le chat. Ouais, tu cartonnes. Tu cartonnes, il y a Nightline, mais il y a d'autres lignes d'écoute comme ça où, pareil, vous avez possibilité d'évacuer. Et après, comme le disait Thomas, et je souscris totalement à ce qu'il disait, si vous avez des personnes dans vos entourages, mais des personnes de bonne écoute, et des fois, il y a des personnes qui vont être de bonne écoute sur un sujet, mais pas forcément sur l'autre. Mais effectivement, si vous avez des personnes de bonne écoute que vous connaissez plus ou moins, ça peut même être éventuellement appeler un infirmier ou une infirmière, mais au moins essayer d'évacuer. Dites-vous bien que quelle que soit votre problématique, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours d'autres gens qui ressentent la même chose que vous. Donc du coup, vous pouvez aussi vous intéresser aux associations de personnes concernées. Il y a énormément d'entraide dans les associations de personnes concernées, et pas que sur la psychiatrie ou la psychologie d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder par là. Et je vous recommande, même s'il y a une grosse tendance, à aller discuter avec des IA. Ils lancent même des IA pour remplacer les psychologues. Soi-disant, justement, tu vois encore une fois les technophiles qui disent « Ah ok, on a moins de psychiatres, on finance moins la psychologie, donc on va proposer de l'IA. » Et l'argument, c'est de dire « Oui, mais en fait, l'objectif, c'est pas de supprimer les psychologues, c'est comme là, comme là, c'est compliqué d'y avoir accès, aux psychiatres notamment, on va mettre en place des IA. » Mais en réalité, ce qu'on fait passer pour la rustine, ça va devenir demain la normalité. Donc je dérecommande ça maintenant. Dérecommander ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Il n'y a que Si vous ça qui vous êtes fait du bien. légitime à dire et à ressentir. Moi, j'avoue, Et je l'ai donc, fait une fois. Je ah, l'ai fait une intéressant. fois. En gros, je savais que l'IA allait rien m'apporter. Par contre, j'avais besoin d'écrire. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai un truc sur le cœur, il faut que je l'écrive. Ça me permet de me libérer le cerveau. Et en fait, le fait de l'écrire, ça m'a permis de mettre noir sur blanc ce qui était en train de tourner. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte qu'en écrivant, j'avais une partie du texte qui me plaisait bien, que j'avais écrit, tu vois, qui touchait Mais à attends, ce que j'avais. t'avais Tu besoin vois. d'écrire parce que tu n'étais pas bien, tu n'étais Ouais, pas en forme. c'est Ok, ça, ok. c'est ça. Et Ok. du coup, parce que je me posais des questions, tu vois. Et en gros, ça tournait dans ma tête et j'arrivais pas à mettre un mot sur ce que j'avais en fait, tu vois. Et en fait, j'étais dans une période où j'avais pas de travail et où c'était compliqué. Et donc, il fallait que ça sorte. Et donc, je l'ai écrit et j'ai trouvé un petit passage dans mon texte que j'ai écrit à l'IA qui m'a bien plu. Je l'ai enlevé, j'ai réécrit un texte que j'ai mis un peu en forme poésie, tu vois. Mais bon, ça me convient à moi, ça conviendra peut-être pas à Mais tout le monde. en quoi l'IA t'a servi à quelque À chose? rien. Pourquoi t'as pas écrit dans un cahier ou sur un fichier de ton ordinateur, mais sans qu'il y ait une interaction virtuelle et numérisée? À rien.
il m'a juste servi à avoir un support. Et donc, il se trouve que ça aurait pu être dans un cahier, ça s'est fait là. Et en fait, ça a aussi un truc pratique, c'est que comme moi, j'avais besoin d'écrire et de récupérer ce que j'ai écrit, ça me permettait à la fin de résumer un peu tout ça et de me le mettre dans un doc. Mais franchement, l'intérêt de l'IA Et l'IA, là-dedans... t'as dit quoi quand t'as appuyé L'IA, sur entrée? elle m'a dit des trucs pas très intéressants. Genre Elle m'a dit genre, peut-être que t'es trop fatigué, tu vois. Ou peut-être que... prends du jus d'orange, tu manques de vitamine Ouais, C. par exemple, moi je suis un stressé de nature. Là, ça se voit pas, mais j'étais stressé avant de venir. Ça se voit pas de ouf. Franchement, d'ailleurs, grosse dédicace quand même à Thomas pour son tout premier live. C'est d'une propreté assez folle. Hein. Mais tu vois, moi je suis un stressé de nature. Et donc, du coup, l'IA, elle m'a dit, il faudrait que tu prennes ça moins au sérieux. Tu commences à arrêter de Si stresser. merde, Super. on dirait les conseils de prévention du gouvernement. Ouais, je suis insomniaque, c'est la même chose que vas-y, dors. Tu vois. Je vais péter un plomb. Ça veut rien dire. Par contre, quand on prend du recul là-dessus, on le sait. L'IA, elle est pas là pour ça. Mais par contre, moi, ça m'a permis de l'écrire. Toi, ouais, mais là, tu vois, c'est là que je pondérais. Toi, tu le sais parce que déjà, tu as un peu de recul, parce que tu étais pas bien, mais tu n'étais peut-être pas non plus au fond du trou que peuvent traverser certaines personnes. J'ai été formé à l'IA avec l'école aussi. Ah ouais, là, tu vois, dinguerie. Ouais. Dinguerie. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, vraiment, j'aurais... Enfin, voilà, je réitère le truc, je dérecommande. Bien mais sûr. Encore une fois, dérecommander... C'est pas interdit. Ouais, voilà, parce que je suis personne pour interdire quoi que ce soit. Mais vraiment, je te recommande. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit dans un cadre où tu comprends ce que tu fais et tout. Franchement, il y a des façons beaucoup plus simples de faire pour aller mieux, quoi. Et je vais même aller encore plus loin. Mais même la question juridique. Au moins, tu tombes sur un mauvais psychologue ou un mauvais psychiatre qui t'a dit de la merde. Tu peux au moins trouver des solutions et tout, parce que lui, il a été formé et sa formation garantit que normalement, il doit bien t'accompagner. Mais il n'y a qui te dit de la merde et tu fais de la merde derrière. Ouais. Tu te plains de qui, de quoi? De ouf. Bah là, c'est aussi peut-être que tu déverses tous tes doutes et ta souffrance dans un truc qui n'est pas vraiment fait pour te répondre. Exactement. Et donc, on en revient à un truc que prône notre gouvernement, mais aussi notre système économique, c'est à l'individu d'être responsable de sa santé tout seul. Ouais. Comme si l'individu n'était pas incorporé à une communauté, à une société. Et j'ai envie de dire, c'est très lié à notre système économique, qu'on appelle le capitalisme néolibéral, mais on pourra en reparler. Change de scène, Chandro, on est en train de digresser. on pourra en reparler sur un autre, si jamais vous voulez, sur un autre live. Mais où en fait, on en vient à dire que oui, la santé, et notamment la santé mentale des individus, dépendent que d'eux-mêmes, comme si ça ne dépendait pas d'une structure. Ouais. Et pour faire une dernière digression, c'est notamment ce que je dis dans le cas du burn-out. Pour moi, le burn-out n'est pas en soi une maladie issue de l'individu. Pour moi, le burn-out est une maladie sociétale. Et donc, quand aujourd'hui, on essaye de faire croire à l'individu avec des vidéos et tout ça, qui sont parfois de bons conseils, mais parfois de très mauvais conseils, change ton regard sur les choses... mais implique-toi moins dans ton travail et tout ça. Non, en fait, l'individu pourra faire ce qu'il veut. S'il reste dans le même taf, avec les mêmes conditions de travail, avec le même management, il va refaire du burn-out. Avec la même routine. Exactement. Et le problème, c'est que l'individu, dans notre système tel qu'il est fait, tu peux pas quitter ton taf comme ça. Tu payes comment ton loyer, tu remplis comment le frigo. Et donc, on fait croire à l'individu qu'il est trop faible. T'es pas suffisamment fort pour ne pas tomber en burn-out, alors que c'est une problématique purement sociétale. Purement sociétal, purement politique, comment on encadre le travail, comment on le valorise, qu'est-ce qu'on autorise ou pas dans le management, quelle est la quête de sens qu'on met dans le travail. On enlève toutes ces questions-là et c'est ta responsabilité, ouais. Thomas, je te hurle dessus, pas je te sous-paye. Hein. Pas pour vous, c'est pour moi. Hein. Je fais pas la responsabilité de tout le monde, moi. Non, mais c'est ta responsabilité de gérer tout seul ta santé. Ouais. Je trouve qu'on oublie que l'espèce humaine, et comme ça permet de terminer sur des neurosciences et de la science, l'espèce humaine, on est une espèce grégaire. Ça veut dire qu'on est une espèce sociale. On n'est que le reflet de ce que nous envoient les autres humains autour de nous. Et donc, essayer de croire ou essayer de faire croire que notre santé mentale dépend que de nous et qu'il y a des personnes fortes, des personnes faibles, des bons patients, des mauvais patients. Il peut y avoir certains thérapeutes, certaines thérapies où on va dire, ah bah comme ça n'a pas marché, c'est que tu as mal fait les choses, tu n'es pas un bon patient. Non, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Mais heureusement, encore une fois, il existe des solutions. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Et quand il y a coup dur, quand il y a coup dur, même si je sais que c'est très compliqué d'obtenir des rendez-vous, même si c'est dans 6 mois, vraiment, je sais que c'est pas facile, mais force à vous. Essayez de prendre ce premier rendez-vous, je vous jure. Pour le coup, vous aurez fait de très très loin le plus dur. On se fera une spéciale santé mentale, je pense. J'ai une bonne nouvelle comme ça pour conclure. C'est cette année, je pense que vous l'avez vu passer, il y a eu le The Event sur Twitch.
Ouais, le live, tu peux peut-être dire ce que c'est. Ouais, vite fait. c'est un événement caritatif qui est organisé par les équipes de Zerator, qui est l'un des plus gros streamers en France, et qui soulève des fonds récolte des fonds pour des grosses associations. Là, cette année, ils étaient plusieurs et c'était sur le thème de la santé. Alors, on a beaucoup parlé dans ces événements-là. Ils ont beaucoup parlé de sujets liés à la santé physique, mais la santé mentale était aussi très évoquée. Nightline, par exemple, était dans les associations qui étaient génial. sponsorisées. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je crois qu'on ne m'a jamais autant parlé de santé mentale qu'à ce moment-là, parce que c'était un moment de divertissement et que j'ai pu, grâce à cet événement-là, me rendre compte de choses qui n'allaient pas. Et du coup, commencer un parcours, mon psy machin qui s'est arrêté parce que c'était nul, mais bref, il se trouve que cet événement-là, je pense, et la force d'Internet et de Twitch et de la discussion avec le chat, c'est aussi d'aborder ces sujets-là sous le prisme du divertissement, que ce soit chouette à suivre en fait, et qu'à la fin, t'aies réfléchi sur des trucs sans avoir eu l'impression de t'ennuyer. De ouf, et si jamais, parce que le sujet a été vite fait abordé, c'est vrai que des fois, là, dans le cadre d'une thérapie, le contact ne passe pas forcément avec le soignant ou la soignante. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais soignant, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais patient, c'est juste que des fois, la thérapie choisie, parce que les psychologues ont plein de thérapies différentes, c'est pareil, si vous voulez, on pourra se faire une spéciale psychologie où on discutera justement des différents outils disponibles. C'est pas parce que le courant ne passe pas qu'il faut lâcher. Par contre, vous êtes totalement légitime à changer de soignant ou de soignante. Ouais. Et ça, faut vraiment pas hésiter. Si c'est un bon soignant, il prendra pas mal. Par contre, ça veut pas dire que c'est mort. C'est juste ça que je veux dire. N'hésitez pas à changer de soignant jusqu'à temps d'en trouver un ou une avec qui vous êtes à l'aise, quoi. Ouais. On est bon. Bon, mon Thomas. Merci pour l'accueil sur mon premier Twitch. 2 heures de live. Merci à toi. Tes sensations vite fait sur le premier. On n'est pas à 5 minutes près. Tes sensations sur le premier Twitch. Franchement, c'était chouette. Hein. Franchement, on a pu discuter tranquille. Moi, c'est ça que j'aime à Twitch. Tu sais que j'avais prévu un truc ici. En venant, ça fait des années que je dis, si je fais de la télé ou Twitch et tout, la première fois, je viens en suite. Je veux pas costard, machin et tout, ça me parle pas. Et c'est pour ça que je veux aller sur Twitch, tu vois. Parce qu'on peut parler normalement, on peut être en suite, en claquettes, chaussettes et en jogging, tu vois. Jogging et claquettes, chaussettes. Et on peut parler un peu de tout. En vrai, on a fait ça sérieusement, on a préparé ça sérieusement, mais au moins on a pu en parler normalement. Et moi qui suis un stressé, franchement, ça s'est plutôt bien passé, je pense. En tout cas, merci les gens pour l'accueil, c'était chouette. Ça s'est pas vu d'ouf. Merci beaucoup à toi, Thomas. Franchement, c'était mortel de t'avoir. Ouais, merci, mon non seulement éditorialement, les articles que tu as proposés. Moi, j'ai rien fait sur ce live-là. Je viens en freestyle. Thomas m'a parlé des sujets 10 minutes avant d'arriver. Mais t'as rebondi sur tous les sujets aussi. Moi, et hyper agréable. Ouais, mais hyper agréable aussi de taffer comme ça. Donc, dites-nous si jamais le format vous a plu. Je proposerai à Thomas de le refaire. Après, est-ce que tu accepteras ? Avec plaisir. Allez, je pense qu'on va se refaire ça. Puis moi, je serai là dans la modération dans les autres lives. Ah ouais, puis je pense qu'on va se refaire de la revue de presse, moi, parce que je trouve que ça marche bien. Qu'on prenne un peu mieux en main toute la partie matos. On va se débrouiller pour améliorer ça. Puis même moi, que je m'améliore, je pense pas assez à changer de scène et tout. Donc voilà, on va continuer de s'améliorer. Nous, en tout cas, sachez que vous pouvez retrouver en replay le live d'hier, où c'était le live où je montrais mon dessin animé, où on parlait de rêve lucide. C'était vraiment cool. Et puis, on se retrouve demain à 14h pour l'IRM, l'interview de Recherche Maline, où là, du coup, ça va être une interview de vulgarisation. Je vais interviewer quelqu'un qui est spécialiste de son domaine pour nous vulgariser des choses. Pourquoi je vous annonce pas le thème ? Parce que j'ai une grosse galère de recrutement et que pour l'instant, je sais toujours pas qui je vais interviewer demain. Non, ce que tu veux dire, c'est que tu te laisses la place à la surprise. C'est comme ça qu'il faut dire, tu vois. Tu vois ? C'est des expressions qui font briller le cul, c'est comme ça qu'on appelle. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Thomas. Je me laisse la place et je vous laisse la place à la surprise. Donc, oh là là, c'est d'une élégance folle sur cette disquette politicienne. Ouais, sur ce disquette. Bisous. My body